Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue de notre superbe journée d'information pour les ATSO et assimilés. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Romain Desmarchelier, qui est médecin orthopédiste et chirurgien à l'hôpital de Morges. Vous voyez une vue extraordinaire avec la côte française, formidable perspective de vacances et d'évasion. Et puis pour s'évader, eh ben, on a besoin, c'est pas toi qui m'as mis le contraire, mon frère. Pour s'évader, on a besoin d'avoir une bonne paire de pieds. Donc, et on va parler justement de la chirurgie de l'avant-pied avec Romain Desmarchelier qui va nous présenter diverses techniques et puis assez vivantes, j'imagine. Hein. Comme son titre le spécifie, la chirurgie c'est le pied. Alors, mon cher Romain, je te laisse la parole avec un grand plaisir. Alors, bonjour à toutes et tous. Pour commencer, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie tout particulièrement Capucine, Patricia, pour son invitation qu'elle m'a adressée déjà il y a 6 ou 7 mois. J'étais présélectionné. C'est un plaisir d'être là dans ce cadre qui est assez idyllique. Et puis, c'est un plaisir de participer à cette journée des ATSO, aussi pour une raison qui me tient à cœur et que j'avais écrite dans votre brochure, dans votre revue, c'est que pour moi, quand on est au bloc opératoire, on est dans une équipe. Alors il y a toujours des gens qui brillent un peu plus dans une équipe, c'est ceux qui marquent les goals. Alors on a tendance à avoir beaucoup de chirurgiens, et en fait toute l'équipe est utile, et je le dis tout le temps parce que j'ai joué 7 ans au rugby, même si ça se voit moins, qu'il y a longtemps. Dans l'équipe, il faut tous les joueurs. Il faut des piliers, il faut des secondes lignes, il faut des troisièmes lignes, il faut tout le monde. Et si on n'a pas tout le monde, ça ne peut pas marcher. Donc dans un bloc, si on n'a pas des ATSO efficaces, ça ne peut pas marcher. Donc on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, on a tous besoin les uns des autres, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc merci pour votre invitation, et puis je vais essayer de faire cette présentation aussi bien que possible, pour qu'on profite tous, et puis si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à m'interrompre, c'est le but, c'est qu'on puisse échanger. Donc Patricia m'a dit, tu choisis le thème que tu veux, mais ce serait bien si c'était le pied. Donc je me suis exécuté, et je vous parle du pied. Alors le pied c'est extrêmement vaste, donc j'ai choisi de parler plutôt de l'avant-pied, et puis de certaines pathologies de l'avant-pied qui sont les plus fréquentes, ou ce qu'on rencontre le plus souvent au bloc opératoire. Donc, pour commencer, évidemment, il vous faut un menu. Menu du jour, quelques rappels anatomiques. C'est important de savoir de quoi on parle. Et en chirurgie, on n'a pas 36 façons de savoir de quoi on parle. Il faut 2-3 schémas d'anatomie. Ensuite, on affiche des radios. On les regarde. Il faut essayer de comprendre pourquoi on a fait telle ou telle radio, telle ou telle imagerie dans chaque pathologie. Et puis, j'ai choisi 5 pathologies, donc l'hallux valgus, les griffes d'orteil, les métatarsalgies, le névrome de Morton, et puis l'hallux rigidus. Donc, on va essayer de dérouler ces 5 pathologies en prenant le temps de s'arrêter si nécessaire. Donc, surtout, je le répète, n'hésitez pas à m'arrêter. Le pied, on dit le pied comme on dit la hanche ou le genou, mais finalement, le pied, c'est beaucoup plus compliqué parce que le pied, c'est 26 os, 16 articulations, 107 ligaments, et c'est une structure extrêmement complexe dont l'objectif c'est de s'adapter partout. Donc si je zoome, vous avez ce qu'on appelle l'arrière-pied ou le tarse avec le calcanéum, c'est l'os qui est posé au sol, le talus qui est juste au-dessus et qui fait l'articulation avec la cheville, la tête du talus qui s'articule avec l'os naviculaire, le cuboïde et les 3 cunéiformes qui forment le médiopied. Et puis plus en avant, et c'est de ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui, vous avez la palette métatarsienne avec 5 métatarsiens, 5 premières phalanges, 5 deuxièmes phalanges et 4 deuxièmes phalanges, puisque le gros orteil n'en a que 2. Et donc vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un trait entre 2 os, c'est une articulation et une zone qui potentiellement peut être une zone de souffrance, d'entorse, de fracture, d'arthrose, tout ce qu'on veut. Donc l'arrière-pied, le médio-pied et l'avant-pied. Comme je viens de vous le dire, ce pied, il doit s'adapter. Et il doit s'adapter à peu près partout. Alors soit on est à pieds nus, et puis on marche sur une surface qui n'est pas rigide et qui ne nous renvoie pas directement
de la propulsion, ça va être typiquement dans le sable. Quand on marche dans le sable, c'est fatigant parce qu'en fait, le sol ne nous renvoie pas d'énergie. On s'enfonce à chaque fois qu'on pose le pied. Et le pied doit se déformer dans ce sable, si bien qu'on laisse une empreinte. On a tous regardé notre empreinte dans le sable pour voir comment était notre pied. Donc quand on fait ça, on fait déjà un petit peu de diagnostic sur son morphotype du pied. On doit parfois s'adapter sur des surfaces très irrégulières et qui potentiellement peuvent être blessantes. Alors là, c'est un peu typique, mais c'est presque du sadisme ou du masochisme, mais vous avez des cailloux un peu acérés sur lesquels la personne essaye de marcher. Donc là, ça va être relativement délicat. Vous avez les danseuses classiques ou danseurs classiques qui font des pointes. Et là, on imagine bien que l'entier du poids du corps sur une petite surface qui en plus est dans une position très peu, on va dire, propulsive, mais plutôt tout en contrainte, c'est extrêmement délicat pour un avant-pied. Vous avez les chaussures de ski, où je pense qu'on est à peu près tous dans la même situation quand la chaussure est froide, qu'on est en début de journée et qu'il faut l'enfiler. C'est un calvaire. Et puis, ce qu'on souhaite le plus, c'est que la journée se termine pour pouvoir retirer la chaussure. Donc, on doit adapter le pied à la chaussure contrainte. Ça, c'est des chaussures traditionnelles chinoises qui étaient volontairement plus petites que la taille du pied. Et puis, vous voyez que les gens étaient perchés sur une zone qui ne correspondait pas à l'entier de leur pied. Donc, ils appuyaient uniquement sur le médio-pied. Je n'ai jamais essayé ce genre de chaussures, mais ça devait être relativement peu pratique à utiliser. Et puis, pour ceux qui font de la grimpe, les chaussures de grimpe ont une semelle relativement rigide, qui se déforme un peu, mais qui est assez contraignante. Et puis, c'est pas rare d'avoir des griffes d'orteils iatrogènes, ça veut dire que la chaussure met le pied en griffe. C'est aussi pour avoir une capacité de propulsion qui est meilleure, mais c'est des chaussures qui mettent le pied dans un état de souffrance dès qu'on enfile la chaussure. Donc ce pied, il doit se déformer, c'est ce que je vous ai mis là. Mais il doit rester toujours stable, ça veut dire qu'on doit pouvoir être à l'équilibre dans tout ce qu'on fait comme activité. Il doit permettre le mouvement, ce n'est pas quelque chose qui est rigide et puis sur lequel on ne bouge plus. Il doit nous permettre une certaine propulsion, suivant ce qu'on va faire comme activité, la marche, la course, la grimpe, le ski. Et puis il doit aussi amortir les contraintes. Quand on court, à chaque fois qu'on retombe sur le pied, il ne faut pas que ce soit un choc brutal pour l'entier du corps, pour la colonne, pour le cerveau. Il faut qu'il y ait des capacités d'amortissement. Tout ça, c'est permis par des structures anatomiques. Et ce qui compte, c'est que tout ça soit harmonieux. Alors l'harmonie dans le pied, elle passe d'abord par la première zone d'appui à la marche, c'est le talon. Et on parle de l'arrière-pied, donc c'est là qu'on pose le pied au sol quand on marche ou quand on est debout. Cet arrière-pied, il peut être bien axé, c'est ce qu'on voit sur l'image du milieu. D'accord ? Vous avez le tibia, le talus et le calcanéum qui sont bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Et puis on peut avoir des déformations. Ces déformations, elles peuvent être d'un côté ou de l'autre. Si le pied rentre en dedans et que la cheville part en dehors, on parle d'arrière-pied, plutôt varus. C'est ce qu'on voit sur cette image. Si le pied rentre la cheville rentre en dedans, on va parler d'arrière-pied valgus. Et sur un schéma, vous allez le voir ici, avec le grand axe du calcanéum qui va être éloigné de l'axe du membre, dans un sens ou dans l'autre, suivant le type de déformation. Ces positionnements de l'arrière-pied vont potentiellement conditionner des problèmes du médio-pied, de l'avant-pied, mais aussi au-dessus, au niveau des genoux, au niveau du bassin et au niveau du dos. Et quand on est orthopédiste, on est rapidement catalogué chirurgien du pied, chirurgien du genou, chirurgien de la hanche, chirurgien du dos. Et ça, c'est assez récent. Historiquement, on était orthopédiste et puis on pouvait tout faire. Thierry Pache, qui est présent ici, il faisait tout, du pied jusqu'à la colonne. Nous, déjà, on fait plus la colonne. On se réserve au membre inférieur ou au membre supérieur. Et puis, on a tendance même à restreindre ou à se surspécialiser dans une discipline. Mais il faut toujours garder en tête que le squelette, c'est un entier. C'est pas juste le pied, puis on regarde pas ce qui se passe au-dessus. Qu'est-ce qui fait que le pied va être stable ? Il y a une armature osseuse, puis il y a des tendons autour. C'est un peu comme le mât d'un bateau avec des étais. Vous avez les étais qui viennent tenir le mât, là c'est la même chose. Vous avez des tendons, des muscles qui vont venir stabiliser la cheville. Alors, vous avez un tendon très puissant à l'intérieur de la cheville, donc qui passe en dedans, qui est le tendon tibial postérieur.
Ce tendon, il va avoir une action sur le médio-pied en faisant un petit virage sous la malléole interne. Et ce tendon, c'est lui qui tire en permanence pour maintenir la voûte plantaire un peu creusée. Alors, s'il est beaucoup trop tendu, on va avoir le pied qui se creuse et puis on va même basculer un petit peu en varus, comme on l'a vu juste avant. À l'inverse, s'il est trop mou, trop distendu, on va avoir la voûte plantaire qui s'écrase et puis le pied va basculer en valgus, ce qu'on appellera une insuffisance du tendon tibial postérieur. Donc, je vous l'ai mis ici, c'est le tendon qui est là et qui remonte en haut. Et donc, d'un problème de pied, on peut avoir des douleurs qui tracent vers le mollet. Et puis là, vous avez cette traction qui va creuser la voûte plantaire. On a latéralement les tendons fibulaires, donc qui sont sur le côté, qui contournent la malléole externe et qui viennent s'accrocher sur la base du 5e métatarsien ou alors qui passent sous le pied pour s'accrocher sous le médio-pied. Eux, leur puissance, elle est un peu plus faible. Leur but, c'est de stabiliser la cheville quand on fait des activités où la cheville peut potentiellement partir, mais ils ne vont pas positionner la cheville d'une manière ou d'une autre. Ils vont surtout avoir un rôle dans les actions de mouvement. Et un tendon extrêmement puissant qu'on connaît très bien, c'est le tendon d'Achille. Alors lui, il est droit au milieu, mais on a coutume de dire que Achille est un lâche, ça veut dire qu'il suit toujours le côté le plus fort. Si le pied bascule en varus, comme le tendon d'Achille prend la corde en arrière, si je remets l'image d'avant, vous allez suivre, pardon. Le tendon d'Achille, il prend la corde, donc si on a le pied qui est comme ça, il a tendance à être plutôt vers l'intérieur, et puis il va aggraver la déformation en varus. Si vous avez un arrière-pied valgus, il va prendre la corde plutôt vers l'extérieur, et il va aggraver la déformation en valgus. Donc lui, il est puissant, mais il va juste entretenir une déformation. Donc le tendon le plus important pour le positionnement du médio-pied, c'est finalement ce tendon tibial postérieur. Dans l'avant du pied, ce qui nous permet de propulser, de pousser quand on va marcher, quand on va courir, quand on va danser, quand on va skier, quand on va grimper, c'est des tendons de l'avant-pied. Vous avez l'extenseur, qui est la réunion de deux tendons courts et longs, mais au niveau de l'orteil, vous n'en aurez plus qu'un seul. Et puis, les tendons fléchisseurs, avec le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond, qui vont s'insérer plus ou moins distalement sur les phalanges. Et on verra juste après que ça peut avoir un intérêt pour la compréhension de la pathologie et pour la compréhension des traitements. Le médio-pied, on va le définir avec plusieurs arches et plusieurs positions. Vous avez l'arche médiale, c'est à l'intérieur du pied. Vous avez l'arche latérale, c'est à l'extérieur du pied. Et puis on peut avoir un effondrement ou un excès de tension qui touche sélectivement une ou les deux arches. Et puis vous avez une arche antérieure entre le premier et le 5e rayon. Et ces trois arches, elles peuvent être plus ou moins creusées ou plus ou moins plates. Donc, de profil, on va définir trois types de pieds. Quand l'arche est très haute, avec un tendon tibial postérieur puissant, on parlera plutôt de pied creux. Quand l'arche est plutôt plate, avec une insuffisance du tendon tibial postérieur, on parlera de pied plat. Et quand on est à l'équilibre, dans la fourchette angulaire qu'on souhaite, on parle d'un pied normalement creusé. Ça, c'est important, c'est en charge que ça se passe, c'est quand on est debout. On peut avoir des pieds creux qui se réduisent complètement quand vous vous mettez debout, mais si vous regardez les gens en décharge, vous avez l'impression que ce pied a tendance à se mettre de manière creusée. Donc on le verra juste après, quand on fait les radios, quand on marche, quand on est dans le mouvement, on est en charge, on n'est pas en décharge. Et c'est pour ça, au blog, j'ouvre une toute petite parenthèse, on utilise des fois ces plaquettes pour tester le pied, ou alors on pose le pied sur l'appareil de scopie pour regarder comment le pied va se positionner en charge. Parce que des fois, quand on regarde, on se dit « oh, ça va pas être terrible », finalement on met la plaquette, puis là on voit que les choses se mettent exactement comme il faut. Je vous parlais du sable tout à l'heure, et puis de l'empreinte qu'on laisse quand on marche. Alors, quand on marche sur un podoscope, c'est un appareil avec de la lumière ou bien avec des petits grains, on va essayer de repérer le type d'empreinte. Et le type d'empreinte, avant même d'avoir fait des examens invasifs comme une radiographie, il peut nous renseigner sur le type de pied. Un pied normal, on aura une empreinte avec le talon, donc le calcanéum, une partie du pied qui sera plutôt la partie latérale du médio-pied,
et puis la palette des têtes métatarsiennes et des têtes des orteils, des phalanges, en avant. Lorsque le pied s'affaisse, qu'on a une insuffisance tibiale postérieure et un pied plat, ben vous allez avoir l'entier du médio-pied qui va venir toucher le sol, et ça, ce sera pathologique. A l'inverse, quand le pied est trop creusé, ben vous n'avez plus du tout de contact à la partie moyenne du pied, vous avez juste l'avant du pied qui touche, l'arrière du pied qui touche, et on verra tout à l'heure que ça peut générer des problèmes au niveau de l'avant-pied, ça on en parlera, puis des problèmes au niveau de l'arrière-pied. Je ne l'ai pas abordé, mais on peut toujours le faire sans imagerie s'il y a des questionnements. L'aponévrose plantaire, c'est une espèce de sangle qui joue un peu le rôle de trampoline. Ça veut dire qu'elle est accrochée depuis le calcanéum. Elle passe à proximité des têtes métatarsiennes, puis elle se prolonge, c'est un continuum, avec les tendons fléchisseurs jusqu'au bout des orteils. Puis cette aponévrose plantaire, elle participe elle aussi aux propriétés d'amortissement, de propulsion du pied. Si l'aponévrose elle est toute molle, le pied il s'effondre, puis il n'y a aucun ressort. Si elle est trop tendue, on n'a pas vraiment d'amorti, on a des chocs qui vont être brutaux, et puis ça va générer des pathologies, une inflammation au niveau du talon, ce qu'on appelle les talalgies, une inflammation carrément dans le corps de l'aponévrose, c'est les aponévrosites ou fasciites plantaires, et puis on va le voir tout à l'heure, on peut avoir des douleurs plus distales. Donc l'aponévrose plantaire est son rôle de trampoline, propulseur, amortisseur du pied. Le milieu du pied peut bouger, même si on a l'impression que c'est surtout la cheville et puis les orteils qui bougent, il y a quand même un volant de mobilité au milieu du pied, c'est ce qui est matérialisé par cette petite courbe, et ce volant de mobilité, il permet au pied de s'adapter suivant les reliefs. Donc, quand on est en position 0, c'est tout l'avant-pied qui touche le sol, en général l'arrière-pied est axé, on a un appui qui va être harmonieux sur l'ensemble des orteils et des métatarsiens. Si on commence à basculer en supination, ça veut dire que le gros orteil se lève, alors on aura un hyperappui latéral, potentiellement des douleurs, des souffrances au niveau des tendons péronniers. Donc cette malposition du pied va générer des conflits, des tendinopathies. Et cette supination du médio-pied, elle est souvent associée au varus de l'arrière-pied, c'est-à-dire que le pied se met comme ceci. Dans l'autre sens, si on tourne à l'intérieur, on va avoir ce qu'on appelle une pronation, et puis un contact, un hyperappui à la partie médiale. Celui-là ? Ah ouais, faut le dire. On va avoir un hyperappui plutôt à la partie médiale du pied, et puis le bord externe du pied se relève. Alors ça, ce sera plutôt associé à des pieds plats. Là aussi, on va avoir des douleurs liées aux hyperappuis, des tendinites liées à une distorsion ici du tendon tibial postérieur, et ça va aggraver encore l'insuffisance du tendon tibial postérieur. Donc on a vu la position de l'arrière-pied, neutre, varus ou valgus, la position du médio-pied, en pronation, en supination, ou en position 0. Puis ça, c'est en statique. On n'a pas encore commencé à bouger. Quand on commence à bouger, on peut avoir différents rythmes de fonctionnement. On peut marcher, on peut courir, on peut sauter. Alors on analyse souvent la marche et la course, un tout petit peu moins le saut. Mais quand on marche, on a différents types d'appuis. Quand on marche, on va commencer par poser le talon au sol, ce qu'on voit ici. Ensuite, on va basculer, on aura tout le pied qui est au sol. On va se propulser, passer de l'autre côté, et puis on va recommencer ça de manière cyclique. Quand on marche, on va avoir un premier appui talonnier. Ensuite, on va dérouler le pied plutôt sur le versant externe. Et puis on va on va finir en se propulsant sur le gros orteil. Et cette courbe, on la retrouve quand on fait, j'ai pas mis de photo de ça, mais on peut faire des analyses de la marche sur des plateaux de marche. On demande aux gens de marcher comme ça on continue. On les filme et puis il y a des capteurs de pression au sol. Puis on va regarder si les gens ont un schéma de marche qui est bon. Des gens qui auront, donc ça c'est l'apanage des enfants qui vont des maladies neurologiques ou neuromusculaires, qui vont avoir des rétractions tendineuses, ils auront peut-être un défaut d'appui talonnier. Au lieu de bien dérouler le pas en posant le talon, ils vont avoir tendance à marcher uniquement sur la pointe des pieds, qui était un petit peu comme ça en flexion.
Là, on va le voir tout de suite quand on les filme. On va s'en rendre compte sur les plateformes de force. Et puis d'un point de vue énergétique, ce n'est pas du tout favorable parce que vous êtes en permanence en train de contracter les muscles postérieurs, les muscles antérieurs. Et c'est des enfants qui s'épuisent à la marche. Donc on va suivre le schéma de marche sur des plateformes de force et en observant les gens. Au cabinet, on les regarde marcher. Si vraiment il faut faire une analyse plus poussée, on les envoie dans des centres d'analyse de la marche. Vous n'hésitez pas à m'arrêter, je le répète, s'il y a quoi que ce soit. Quand on court, c'est un petit peu différent. L'objectif, c'est d'avoir peut-être un meilleur amorti, parce qu'il y a une phase où on est complètement en lévitation, on est en l'air, et puis il va falloir retomber au sol. Cette phase-là, il faut essayer de la faire la plus douce possible et la plus économe possible. Donc, au lieu d'arriver droit sur le talon et d'avoir un impact violent et puis des directions de force qui sont plutôt contraires à notre mouvement de marche, qui vont venir à l'opposé de la jambe, on va plutôt avoir tendance à appuyer sur le milieu du pied, donc à amortir directement avec le milieu du pied, pour avoir cette voûte plantaire qui joue son rôle de trampoline, pour avoir des contraintes qui vont plutôt nous propulser vers le haut, voire même vers l'avant, et puis on a, disons, une atténuation des contraintes, donc moins de risque d'avoir ces douleurs talonnières que décrivent parfois certains coureurs. Donc quand on court, on attaque plutôt sur le milieu du pied. On pourrait imaginer attaquer carrément sur l'avant du pied, mais ça en fait c'est pas très économe, c'est assez contraignant d'attaquer droit sur l'avant du pied. Quand est-ce qu'on va le faire? Quand on sprint, ça veut dire qu'on va faire une course qui est relativement courte, on va faire 100 mètres, 200 mètres, mais dès qu'on va allonger la distance, automatiquement on va être obligé d'attaquer sur le milieu du pied. Le plus efficace, c'est vraiment l'avant du pied, mais c'est trop consommateur d'énergie. Le milieu du pied est économe d'un point de vue énergétique et amortit bien les contraintes. L'arrière du pied, c'est très économe d'un point de vue énergétique, mais c'est très contraignant par rapport au choc. Donc un schéma de marche qui évolue suivant qu'on marche ou suivant qu'on court, avec des appuis différents sur l'arrière-pied, sur le médio-pied ou sur l'avant du pied. Ça, c'était pour vous rappeler le fonctionnement général du pied dans la vie quotidienne et dans la pratique sportive. Quand on va consulter un patient, on va d'abord l'interroger pour savoir de quoi il se plaint exactement. Est-ce que c'est des douleurs, de l'instabilité, des tensions? Est-ce que c'est un problème de chaussage? On va l'observer, on va le regarder marcher, on va regarder son pied, on va l'examiner, on va regarder ses tendons, ses os, préciser le site de la douleur. Et puis on va faire des examens radiologiques. Alors il y a les radiographies, je dirais, de routine. C'est presque celles qu'on demande à titre systématique avant même que le patient vienne. S'il nous dit « je viens pour un problème de pied », on va fréquemment demander d'office cette radio-là, qui est la vue dorsoplantaire en charge, et j'insiste sur le en charge parce qu'on marche debout en charge. Donc il faut faire la radio en charge pour avoir une idée précise du fonctionnement du pied. On va faire des vues de profil, c'est ces radiographies ici, là aussi en charge. Si on veut mesurer un angle qu'on verra juste après au niveau de la voûte plantaire, il faut qu'on soit dans une position fonctionnelle. Et puis on peut faire un autre cliché qu'on fait plutôt en seconde intention, c'est le cliché dit de Méhari. C'est un cliché où on va mettre un fil métallique tout autour de la cheville ou bien deux petits objets métalliques de part et d'autre du talon. Et l'idée, c'est de mesurer le positionnement de l'arrière-pied, donc neutre, varus ou valgus, par rapport à l'axe de la jambe. Donc on peut avoir l'axe de la jambe, et puis on voit le contact au sol, et avec ça, on va définir le type de pied. Donc ça, c'est des clichés de routine, pas très irradiants parce qu'on est sur des extrémités, mais qui nous donnent déjà une très bonne idée de ce dont souffre le patient. Je vous ai parlé donc tout à l'heure des différents profils de pied. Pour mesurer précisément le profil de pied, on va tirer une droite du point le plus bas du calcanéum jusqu'au point le plus bas de l'articulation talo-naviculaire. On tire une droite depuis le point le plus bas du sésamoïde médial jusqu'à ce même point, le plus bas de l'articulation talo-naviculaire ici. Et cet angle qui est là va définir l'angle de Jian, Annonier ou Jian tout court, c'est égal.
qui doit être dans une fourchette de 120 à 130 degrés. Alors on n'est pas au degré près, il faut aussi apprécier le pied dans sa fonction et dans sa plainte. Et puis, si cet angle est au-delà de 130 degrés, ça veut dire que la voûte plantaire s'affaisse, on parlera de pied plat. Si cet angle est dans la fourchette, on parle de pied normalement creusé. Et puis, si cet angle se rétrécit en dessous de 120 degrés, on va parler de pied creux. L'arrière-pied, je vous ai dit, c'est avec le cliché de Méhari, donc ce cerclage de l'arrière-pied. On va définir l'axe du membre qui va se prolonger au sol, jusqu'ici. On va regarder où se situe le contact du talon au sol, et puis on va tirer une droite qui va nous permettre de définir le varus ou le valgus. Donc je vous ai dit, le varus, c'est la cheville qui part vers l'extérieur, le valgus, c'est la cheville qui part vers l'intérieur. Donc là, on est sur des clichés de face qui définissent l'arrière-pied. Ensuite, il y a cette imagerie complémentaire qu'on va aller chercher en seconde intention. On peut avoir le CT ou le scanner pour les structures osseuses essentiellement. Ça permet de bien regarder l'arthrose, ça permet de regarder les malformations, ça permet de regarder les luxations, ça permet de regarder les tumeurs. Donc c'est vraiment pour l'analyse fine de l'os, de la trame osseuse. On va avoir les IRM qui vont donner des informations aussi sur l'os, mais qui vont en plus donner des informations sur les tissus mous, donc les tendons, les ligaments, la graisse, les aponevroses, les fascias. On va voir les veines, on va voir l'inflammation sous la forme de collection liquidienne ou d'infiltration liquidienne. On va avoir des ruptures tendineuses avec une interruption de la continuité entre les tendons. Donc l'IRM, deuxième examen qu'on utilise assez fréquemment. Vous avez les ultrasons. Alors ça, c'est soit l'orthopédiste qui le fait lui-même, soit il demande à un radiologue de faire l'ultrason, donc l'échographie. Et puis ça, c'est assez opérateur dépendant. Donc soit on sait le faire et on a confiance en soi, soit on ne sait pas le faire, il faut faire confiance au radiologue sur ce qu'il nous dit. Des fois, ils ont des images clés qui sont typiques, donc ils vont nous sortir quelques images clés. Des fois, il y a le rapport, et puis on va surtout lire le rapport et puis faire confiance au radiologue. Et en général, dans les hôpitaux, on a toujours des radiologues qui ont une petite surspécialisation dans tel ou tel domaine. Donc il y a celui qui fera très bien les ultrasons ostéo-articulaires. Et puis un autre outil qui est à la fois un examen d'imagerie puis un examen du traitement, c'est la scopie, l'amplificateur de brillance. C'est quand on va regarder ce qu'on est en train de faire ou alors qu'on va préciser en direct ce qu'on va faire pendant l'opération. Vous avez une question? Non? Ah non, je voyais un bras levé. Donc la scopie péropératoire ou l'amplificateur de brillance. Les analyses de la marche, les plateformes de force, tout ça, c'est vraiment alors de la troisième intention et dans des pathologies très spéciales, c'est pas le propos du jour. Et puis les empreintes podoscopiques, ça se fait dans le cabinet du chirurgien, c'est une petite plateforme sur laquelle vous mettez debout et puis on voit l'empreinte qui se dessine, ou bien on vous met sur du papier carbone avec un marquage qui se fait de manière automatique. Avec l'analyse clinique, avec l'analyse radiologique, on va préciser un petit peu le pied. On a parlé d'arrière-pied varus, neutre ou valgus. On a parlé de médio-pied plat, creux ou normalement creusé. L'avant-pied, on va le caractériser avec 3 noms: égyptien, romain ou latin ou grec. L'avant-pied égyptien, ce sera un premier rayon qui sera beaucoup plus long que les autres. L'avant-pied romain, ce sera des orteils qui sont à peu près tous à la même longueur. Et puis l'avant-pied grec, c'est le deuxième, qui part un peu plus loin. Alors ça, on peut le voir en visuel, et puis on peut le voir en radiographie. En radiographie, on va avoir les os de l'avant-pied. Normalement, on définit une courbe qui est appelée la courbe de Lelièvre, qui est une harmonie entre les différentes têtes métatarsiennes. Cette harmonie, je vous ai dit, elle est propice au fonctionnement du pied à la marche. Tout à l'heure, on avait un schéma avec appui talonnier, appui du bord externe du pied, puis on finissait par la propulsion de l'avant-pied. Vous imaginez qu'on commence par appuyer sur l'avant-pied, l'arrière-pied, on tourne ici sur la partie latérale du médio-pied, puis on suit cette courbe pour arriver jusqu'à un appui sous la tête du premier métatarsien. Cette courbe harmonieuse, elle permet un fonctionnement optimal du pied. Et puis, si on a un deuxième métatarsien qui est trop long, on va avoir souvent un pied grec, avec des associations à certaines pathologies, comme des métatarsalgies isolées du deuxième métatarsien. Si on a un premier métatarsien trop long, ça va nous exposer peut-être à de l'arthrose du gros orteil.
Si on a à l'inverse tous les métatarsiens trop longs, on va avoir peut-être des hyperappuis globaux de l'avant-pied, et ce sera les métatarsalgies diffuses. Donc, cette courbe, cette harmonie de l'avant-pied, elle nous expose ou pas à des pathologies de l'avant-pied. On fait une radiographie, puis on va faire des mesures. Alors là, c'est l'orthopédiste qui sort sa petite mesurette, ou bien qui utilise un logiciel numérique. Et puis on va mesurer par rapport à une droite, qui est l'axe de l'avant-pied, la droite bleue ici. On fait une orthogonale qui passe par le sésamoïde latéral ici. Et puis on mesure la distance jusqu'au bout de la tête métatarsienne pour chaque métatarsien. Puis ensuite, on fait tout bêtement la différence entre deux métatarsiens contigus. Et avec ça, on va définir ce qu'on appelle l'index minus, c'est la différence entre le premier et le deuxième métatarsien. Et puis on va définir les critères de Maestro. C'est le vrai nom du chirurgien, c'est un maître de la chirurgie du pied, mais c'est son vrai nom, c'est Michel Maestro. On va définir 3 valeurs qui correspondent à l'écart entre le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième. Ça, c'est un peu obscur, mais finalement, c'est résumé par cette courbe harmonieuse qu'on va avoir comme ça de manière visuelle plus rapide. Et si on veut affiner, et on verra pourquoi on affine, ben on va faire des calculs au niveau de ces têtes métatarsiennes. Donc là, on a défini notre profil d'avant-pied, cliniquement, radiologiquement. On va rentrer dans la pathologie. Est-ce que, on va faire une mini pause là, est-ce que par rapport à l'anatomie, la fonction, l'exploration du pied, vous avez des questions? Alors, on continue. Ah. Ce qu'on appelle une entorse, ça concerne les ligaments? Alors, l'entorse, c'est une lésion des ligaments autour d'une articulation. Alors, il y a les entorses très classiques qu'on connaît bien, c'est les entorses de cheville, les entorses du genou. Ça, c'est assez classique. Après, on peut avoir des entorses sur toutes les structures type articulation. On peut avoir une entorse au niveau d'une articulation interphalangienne du cinquième orteil. Si on tape le point de porte, on peut soit casser la phalange, soit se faire une entorse et puis déchirer un ligament. On peut faire des entorses au niveau du médio-pied. Ça peut être l'entorse de l'interligne de Lisfranc ou de Chopard. On peut se faire des entorses entre le talus et le calcanéum. C'est l'arrière-pied. Alors là, il faut des contraintes assez conséquentes. C'est quand on chute d'un lieu élevé. Mais une entorse, c'est une lésion des ligaments qui entourent une cheville. Si il cicatrise, en général, on est légèrement enraidi ou pas du tout. S'il ne cicatrise pas, ça laisse place à une nouvelle pathologie. C'est plus l'entorse, c'est l'instabilité. L'instabilité de cheville, l'instabilité du genou, l'instabilité de l'épaule. Ça, c'est un abus de langage. Les gens disent « j'ai fait 15 entorses de cheville ». En fait, on fait une entorse, on ne cicatrise pas au niveau ligamentaire, et à partir de là, on garde une cheville instable. Et là, on va rentrer en matière pour reconstruire des ligaments. Ouais. Ce qu'on appelle les calcanéennes, ça correspond à une anatomie précise du pied. Est-ce qu'il y a des groupes à risque? C'est dans les... Là, c'est une bonne question parce que l'épine calcanéenne, pour beaucoup, c'est une pathologie en soi. En fait, l'épine calcanéenne, c'est un signe radiologique. C'est une petite spicule osseuse qu'on va voir apparaître ici en bas sur le calcanéum. Cette spicule osseuse, ce n'est pas l'origine de la pathologie, c'est la conséquence. En général, vous avez ce qu'on appelle des chaînes postérieures tendues, on va dire le mollet et son continuum, l'aponévrose plantaire. Donc le tendon d'Achille et l'aponévrose plantaire sont très tendus. Soit on va avoir des douleurs sur le tendon d'Achille ou son insertion, soit on va avoir des douleurs sur l'aponévrose plantaire ou son insertion. Et quand on a une inflammation chronique de l'insertion de l'aponévrose plantaire, petit à petit, ça produit des calcifications et on voit apparaître cette épine. Donc, si on résume à j'ai une épine calcanéenne, on coupe l'épine calcanéenne et puis c'est réglé, ben on n'a pas pris le problème dans le bon sens. J'ai une épine calcanéenne parce que j'ai une raideur des chaînes postérieures, je vais faire des étirements des chaînes postérieures, donc mollet et aponévrose plantaire. Je vais éventuellement mettre des talonnettes en gel, voire même des supports plantaires pour changer l'appui du pied s'il est défaillant. Et puis, sans que l'épine disparaisse radiologiquement, les symptômes vont disparaître. Et puis, dans quelques rares cas, on garde quand même malgré tout une inflammation.
On va faire un geste sur l'aponévrose et au passage, on résecte l'épine. Mais ce n'est pas l'épine qu'on traite, c'est une pathologie plus large. Ouais. J'avais aussi une question. C'est par rapport aux 3 types de pieds, est-ce qu'il y en a un qui serait moins sujet à avoir des pathologies que l'autre? Alors, Ou c'est selon un équilibre global? Le mieux, c'est d'avoir un pied qui est normalement creusé et qui appuie de manière harmonieuse en avant. Non, c'était encore sur l'autre, entre le pied égyptien, Alors, gréco-romain. Est-ce qu'il y en a un qui est moins sujet que l'autre à des pathologies? Le romain, mais je dirais que le pied romain, en général, génère moins de problèmes parce que, on le verra après, le pied grec, c'est un excès de longueur du deuxième métatarsien. Donc on s'expose éventuellement à des griffes d'orteil, éventuellement à des hyperappuis isolés du deuxième, avec cette petite corne juste sous le deuxième métatarsien. Et l'avant-pied égyptien, on a un premier rayon qui est long, et il y a souvent des hyperpressions sur l'articulation MTP1. L'hyperpression, elle peut générer soit, si ça reste bien axé, de l'arthrose, soit au bout d'un moment, ça se désaxe, puis ça favorise la luxe valgus. Donc, le meilleur, c'est Romain. Vous avez d'autres questions? Non, mais t'as tout dit. Quelqu'un veut la grenade? J'ai déjà la parole. Donc, on va passer aux pathologies. Donc, j'ai retenu celle-ci, mais je vois que déjà, il y a des questions sur la cheville, sur l'arrière-pied. Donc, peut-être Stéphane fera revenir pour parler de l'arrière-pied dans quelques années. Donc, j'ai choisi l'hallux valgus, que vous voyez le plus au bloc opératoire. Les griffes d'orteil qui peuvent être isolées ou associées à l'hallux valgus. Les métatarsalgies, alors ça, c'est moins visible sur des radiographies ou cliniquement, mais c'est ces hyperappuis avec ces douleurs qu'on voit en rouge ici sous les têtes métatarsiennes qui seraient un peu trop longues, avec une courbe de Lelièvre disharmonieuse. Le névrome de Morton, souvent évoqué, rarement diagnostiqué. Et puis l'hallux rigidus, qui est un nom savant pour dire l'arthrose du gros orteil. L'hallux valgus, alors, c'est la pathologie la plus fréquente de l'avant-pied. Ça touche préférentiellement les femmes. C'est une déformation, mais ce qui est très important, c'est que la déformation n'est pas synonyme de chirurgie. La déformation n'est pas synonyme de douleur, de limitation fonctionnelle. Donc on a des petits hallux valgus très symptomatiques, des gros hallux valgus peu symptomatiques. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que l'hallux valgus, il n'est pas symptomatique de manière directe, mais de manière indirecte. Indirect, ça veut dire que ça va être le deuxième orteil qui va poser souci, parce qu'il va venir grimper sur le premier, ou bien se mettre en griffe, ou bien on va avoir une insuffisance d'appui sous le gros orteil, et puis c'est les autres métatarsiens qui vont appuyer plus fort, ce sera des métatarsalgies, ou bien de manière directe, on va avoir un frottement, une bursite, par contact trop important entre la tête du premier métatarsien et le chaussage. Et ça, c'est une réalité. La gêne au chaussage, c'est un mot qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes gêné pour être chaussé? Ils vont nous dire oui, je suis bien pieds nus. Et puis, il y a des éléments aussi parfois financiers, c'est que les gens nous disent je déforme toutes mes chaussures et je vais user 3 paires par hiver. Donc à un moment donné, quand on est constamment en train de changer de chaussure, ou bien qu'il faut acheter une chaussure de pointure plus grande pour un côté et puis la taille normale pour l'autre côté, ben ça commence à coûter de l'argent. Donc c'est plein de facteurs qui entrent en ligne de compte et c'est ça qu'on va demander aux patients quand on les interroge. L'hallux valgus esthétique, c'est jamais une bonne idée pour le chirurgien. Parce qu'en fait, vous remplacez une déformation par une cicatrice, petite ou grande, quelle que soit la technique, mais il y a quand même une cicatrice, il y a quand même des petites douleurs post-opératoires liées à la chirurgie, et quelqu'un qui viendrait uniquement pour un problème esthétique risque d'être déçu par la chirurgie. Donc il faut plutôt retenir la douleur, la gêne au chaussage, la limitation fonctionnelle ou le conflit avec un autre orteil ou avec la chaussure. Alors, qu'est-ce que c'est l'hallux valgus? Déjà, hallux, c'est le nom latin qu'on donne aux gros orteils, au premier rayon. Puis valgus, c'est un type de déformation. Alors, pourquoi on dit valgus? Parce qu'en fait, vous avez l'angle ici, entre le premier et le deuxième métatarsien, qui s'ouvre et les phalanges partent vers l'extérieur. Donc, l'articulation rentrant dedans, les phalanges distales partent vers l'extérieur, c'est l'hallux valgus. Et puis la cause principale de cet hallux valgus, le point de départ, c'est cet angle ici, donc que j'ai mis ici, c'est l'angle intermétatarsien entre le premier, ici, et le deuxième métatarsien.
Ça, on appelle ça le métatarsus varus. C'est le premier métatarsien qui, lui, rentre en dedans. Et une fois qu'il rentre en dedans, c'est le début des ennuis, pour rester poli. C'est le début des ennuis parce que ça ne peut plus revenir en arrière. C'est le même principe qu'un arc. Vous avez un bois, vous mettez une corde, puis vous commencez à courber l'arc, il ne va pas se courber de l'autre côté. Si la corde est bien tendue, il va avoir tendance à se courber toujours un peu plus, votre arc. Et puis si vous tirez encore plus sur la corde, il va se courber encore plus. L'hallux valgus, c'est la même chose. Vous avez des tendons. Les tendons, ils partent du médio-pied, donc globalement au milieu de l'arrière-pied. Et puis ils vont aller jusqu'au bout des orteils. Donc eux, ils vont tirer la ligne droite. Et en tirant la ligne droite, ils vont jouer le rôle de la corde de l'arc qui entretient la déformation. Donc quand ça commence, ce métatarsus varus, ça ne revient plus en arrière. Et puis on va avoir le valgus de la phalange qui s'installe. On a des sésamoïdes, c'est ces deux petits os que vous voyez ici et là. Ces sésamoïdes, ils ne sont pas perdus dans le vide, ils sont accrochés à une sangle qui tient en dedans et en dehors, c'est ce qu'on voit sur cette image ici. Donc ils sont accrochés à une sangle de chaque côté, et puis ils ont une surface articulaire sous la tête du métatarsien. Quand le métatarsien part en dedans, sésamoïde, lui, il est pris dans les tendons, dans la sangle, il garde sa ligne droite. Donc il va se luxer. Et c'est ce qu'on voit ici, les deux sésamoïdes se luxent. Vous allez avoir une distension de la sangle médialement et latéralement une rétraction de la sangle. Puis quand on regarde la radio, on voit que les deux sésamoïdes sont plus à leur place. Vous avez le médial qui est sous la tête et le latéral qui commence à être dans la commissure, donc dans le vide. Ça, c'est important aussi, donc la rétraction de la sangle sésamoïdienne. Et puis au niveau de la phalange, en plus d'avoir un déplacement latéral, vous avez toujours une composante de la phalange qui tourne un peu en dedans, ce qu'on appelle la pronation de la phalange. Et puis après, on va avoir le conflit avec le deuxième orteil. Et là, le gros orteil, donc l'hallux, choisit d'aller sous ou au-dessus du deuxième orteil. Infra ou supraductus, ça gênera plus ou moins au chaussage. Donc, l'angle M1-M2, ou métatarsus varus, l'angle M1-P1, qui définit l'hallux valgus, la luxation des sésamoïdes et la rétraction de la sangle, qui en général donne des espèces de tensions, de douleurs dans la première commissure, donc entre les deux métatarsiens. Qui est-ce qu'on va décider d'opérer? On fait nos radiographies standards. Pour un hallux valgus, normalement, on n'a pas besoin de faire d'US. La radio vue dorsoplantaire en charge et le profil en charge suffisent à caractériser l'hallux valgus. On va définir donc le valgus phalangien, moins de 20, plus de 40, entre 20 et 40. Et avec ça, on définit le degré de l'hallux valgus. Mais encore une fois, je vous ai dit que ce n'était pas l'importance de la déformation qui allait nous pousser à opérer ou pas. Donc ça, c'est plus pour nous, pour caractériser numériquement et dans des données, dans des revues de patients, on va caractériser l'hallux valgus, mais ce n'est pas un critère déterminant pour choisir d'opérer ou de ne pas opérer. On a cet angle intermétatarsien, et à nouveau, j'insiste sur hallux valgus symptomatique, à risque de décompensation sur le deuxième orteil, soit par griffe, soit par... on dit un erectus, je suis désolé pour le mot, mais le deuxième orteil se met à la verticale, soit par hyperappui. Donc ça, c'est les conséquences de la déformation du gros orteil. Vous avez un exemple de deuxième orteil qui monte sur le premier. Vous avez un exemple de bursite inflammatoire, et puis il y a des patients qui viennent pour des plaies en regard d'une déformation de l'hallux valgus. Donc le diagnostic qui motive la venue, c'est la plaie. Si on traite que la plaie puis qu'on ne regarde pas derrière qu'il y a un hallux valgus, alors on est chirurgien de la peau. Alors on va nettoyer la plaie, suturer la plaie, puis elle va revenir un mois après. Donc il faut regarder le pied dans son ensemble et on se dit pourquoi il y a une plaie? Parce qu'il y a une morphologie anormale et une pathologie type hallux valgus. Alors maintenant, on va sortir les outils. Pour faire la cure de l'hallux valgus ou la chirurgie de l'hallux valgus, il y a plein de techniques. Je ne vais pas toutes les dire aujourd'hui. Je vais vous dire les deux principales, ou trois principales, le scarf et le chevron, qui ont des objectifs communs, des différences, selon qu'on va ouvrir un peu ou plus, et puis des soins post-opératoires communs, mais plus ou moins importants. Ce qui est commun, c'est qu'il faut
libérer, repositionner les sésamoïdes. Corriger l'angle M1, M2, donc fermer ce métatarsus varus, et remettre la phalange sur la tête de M1. Les gens disent souvent, il faut me traiter mon oignon, où j'ai une bosse qui a poussé. Et ce que je dis toujours, c'est le modèle du chapeau. Quand vous avez un chapeau sur la tête, il est posé. Si vous basculez le chapeau d'un côté, la tête de l'autre côté, ben vous avez la tête, une partie qui se découvre. C'est pas que votre tête elle a grossi, c'est pas qu'il y a une bosse qui a poussé, c'est juste que là où la phalange n'est plus, ben vous avez la tête qui déborde toute seule. Donc c'est pas une excroissance au sens où il y a plus d'os, c'est une découverture de la tête parce que la phalange part vers l'extérieur, le métatarsien perd vers l'intérieur. Donc on va repositionner la phalange sur la tête du premier métatarsien. Et puis, il y a une retention capsulaire à faire. Médialement, il faut retendre cette capsule. Historiquement, on faisait deux choses. On réséquait un peu la tête de l'os pour dire, voilà, on a réséqué la bosse. Et puis, on retendait la capsule. Puis, comme on n'avait pas traité la cause, qui est l'angle qui s'ouvre entre le premier et le deuxième métatarsien, ça revenait. Alors, c'est pas que ça revenait au sens récidive, c'est qu'on n'avait pas traité la maladie. On avait traité un bout de la maladie. Donc, ce n'était pas le traitement ad hoc. Pour cette sangle sésamoïdienne, je vous ai dit nos deux os sésamoïdes sous leur surface articulaire, avec des structures ici qui sont en place. Si ça se luxe, on a une tension et ici une distension. Il va falloir aborder. Alors, certains le font par au-dessus du pied, ce qu'on appelle la voie dorsale, et puis ils vont sectionner par au-dessus la sangle. D'autres font par voie plantaire, ça veut dire que par la même voie d'abord, ils vont glisser ici dans l'espace entre les sésamoïdes et venir sectionner la sangle. Peu importe la technique, il faut faire ce qu'on sait faire, et puis il faut bien sectionner la sangle sésamoïdienne latéralement pour que les sésamoïdes puissent revenir à leur position. Là, vous avez un exemple de sésamoïde luxé. On a fait une ostéotomie, peu importe le type. Vous voyez qu'à la fin du geste, les sésamoïdes sont sous la tête, bien centrés, donc ils ont retrouvé leur place. Madame Sevet. Alors, ils vont se reposer au sol, mais ils resteront à leur place. Donc, il faut forcément rajouter l'ostéotomie du premier métatarsien. En fait, eux, ils sont à leur place. Eux, ils sont à leur place, ici. C'est la tête qui n'est pas à sa place. Et vous voyez que la tête, elle revient plus proche du deuxième métatarsien à la fin de l'opération. L'espace entre cette tête et cette tête est grand, l'espace est rétréci. Donc, on libère la sangle pour les remettre à plat, et on remet le métatarsien au-dessus. Et c'est eux le point fixe. Je vais revoir quelle est la bonne référence. Donc ça, c'est pour les sésamoïdes. Ensuite, on doit fermer cet angle M1, M2. Fermer cet angle, ça veut dire qu'il faut faire une ostéotomie. Et c'était ça la révolution dans la chirurgie du pied. On a compris que si on ne faisait pas d'ostéotomie, on ne traitait pas la luxe valgus comme il faut. Alors on peut faire plusieurs types d'ostéotomie, on va voir les principales. On peut fixer ou pas fixer avec du matériel. Les deux principales techniques, c'est le scarf, une ostéotomie longue, et le chevron, une ostéotomie plus courte. Mais l'objectif est le même, c'est que la tête de M1 se rapproche de la tête de M2. La base ne bougeant pas, on a un angle M1, M2 qui se réduit. Et là, on a traité la cause principale de la luxe valgus. Alors, l'ostéotomie type scarf, c'est emprunté au charpentier. Ça veut dire qu'on fait une coupe longue avec deux angles. Ça nous permet de translater deux structures osseuses l'une par rapport à l'autre. Donc, on va pouvoir latéraliser la base et la tête. Et puis ici, la partie inférieure et la tête, et puis la base et la partie supérieure restent à leur place. Mais la base, elle est à sa place de toute façon. C'est la tête qui posait problème. Donc on translate latéralement, et puis ensuite, on va fixer. Alors, on peut fixer avec deux vis, ça c'est la technique historique. On peut faire des systèmes de coins osseux, la radio que vous avez ici, où en fait il y a un coin d'os qu'on a recoupé ici à cet endroit-là, puis qu'on vient encastrer à la partie basale pour éviter que la partie inférieure du métatarsien se retranslate, et pédistalement, on a une vis qui vient fixer la tête. Cette image, c'est à moi, j'aime bien, j'appelle ça la tête de mouche. Vous avez les gros yeux de la mouche, vous avez la tête derrière, et puis vous avez l'espèce de trompe qui donne cet aspect tête de mouche ici. Quand moi j'ai cette image en scopie, je m'arrête, je suis satisfait de ce que j'ai fait.
Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule vis, donc c'est ce petit coin osseux. Si on veut mettre deux vis, on met deux vis. Certains s'amusent à ne pas mettre de vis, ils font des trous, puis ils passent juste du fil. Comme ça, pour le patient, il n'y a pas de matériel dans le corps. Certains font des systèmes d'encastrement. Là, peu importe, c'est de la cuisine individuelle. Le principe de l'ostéotomie, c'est ostéotomie longue, plus grand contact osseux, et puis du matériel pour fixer. L'inconvénient de cette ostéotomie type SCARF, c'est qu'on doit faire une incision un peu plus grande. On verra après si c'est réellement un inconvénient. Pour vous, et c'est ça que vous voyez souvent sur la table ou dans les cartons, il y a différents types de vis. Elles peuvent changer en fonction qu'elles ont une tête normale ou une tête filetée. Elles peuvent changer en fonction de leur diamètre. Certaines n'ont pas de tête filetée, sont plus pointues que d'autres. Certaines sont pleines, d'autres sont cannulées et on peut y passer une broche à travers. Donc ça, c'est le chirurgien qui va choisir son matériel. Le geste restant le même, en général, on va donc faire l'ostéotomie, faire la translation. On la fixe soit avec une petite pince type Davier espagnol ou bien des pinces dédiées. On va fixer avec une broche, on va mécher, mesurer, et puis ensuite on va venir fixer avec la vis de telle manière que l'ostéotomie est solide. L'autre type d'ostéotomie, c'est le chevron. Le chevron, je vous ai dit, c'est une ostéotomie plus courte. On fait un V très distal et puis on translate la tête par rapport à la partie diaphysaire et puis on va fixer avec une vis, une broche ou rien du tout. Il y a aussi des systèmes d'encastrement qui sont possibles. Donc ostéotomie plus courte, incision plus courte. Et vous voyez le principe, donc la tête qui est latéralisée, rechausse, et disons on rechausse la tête sur les sésamoïdes. Certains disent que finalement, le chevron, c'est un scarf court ou le scarf, c'est un chevron long. Ça veut dire qu'on fait une ostéotomie. Et quand on a dit ça, on a tout dit, c'est des préférences. C'est pas forcément quelque chose est mieux à faire. Ensuite, dans certains types d'hallux valgus qui sont plus rares, on a vraiment un problème à la base ici du métatarsien. Et on a une espèce de courbure anormale du métatarsien, mais le problème vient de la base. Il ne vient pas du bout. Alors quand on a ce type d'hallux valgus, qui est un type un peu particulier, on va aller là où siège le problème. On va aller faire une ostéotomie au niveau de la base du métatarsien, et là on va faire une ouverture. On coupe et on ouvre l'ostéotomie, et une fois qu'on l'a ouverte, on la fixe avec quelque chose, peu importe, une plaque avec un coin, une plaque avec une greffe et des vis à stabilité angulaire, peu importe le matériel, mais on va faire une ostéotomie à la base du métatarsien et on va aussi refermer l'angle M1, M2. C'est un peu moins fréquent, c'est moins fréquent parce que la cause est moins souvent à la base métatarsienne. Certains font quand même ça tout le temps. Dans vos expériences, peut-être que vous avez des chirurgiens qui font ça tout le temps, mais disons en pratique plus globale, plus internationale, on est plutôt sur le scarf ou le chevron. Ensuite, il y a le type de chirurgie. Et il ne faut pas confondre. On peut tout faire avec tous les types d'ouverture cutanée, pour autant qu'on maîtrise sa technique. La voie d'abord ouverte, on incise plus grand. L'avantage, c'est qu'on va faire un peu moins de scopie parce qu'on a un contrôle direct de tout ce qu'on fait. Donc pour le chirurgien, c'est un petit peu moins d'irradiation. Ça peut être considéré comme plus anatomique dans le sens où tout ce qu'on va ouvrir, on le voit, et on va le refermer en le voyant. Donc, on fait une dissection et on fait une fermeture de dissection. Mais c'est une plus grande cicatrice. La voie d'abord percutanée, on fait des incisions, comme leur nom indique, percutanées, quelques millimètres. Par contre, on ne voit pas directement ce qu'on fait, donc il faut déjà s'être beaucoup entraîné sur des modèles. Et puis, il faut faire pas mal de scopies pour voir où on est. Où on est avec le dissecteur, où on est avec la rugine, où on est avec la fraise. Donc, on a un contrôle scopique un petit peu plus fréquent. Donc, c'est important. Et puis, souvent, on met moins de matériel dans la chirurgie percutanée parce qu'on se dit on n'a pas trop ouvert les tendons, on n'a pas trop ouvert les tissus, donc ça va tenir un peu tout seul. Mais comme ça ne tient pas tout seul, finalement, on fait quand même un pansement et on revoit les gens fréquemment au pansement pour vraiment contrôler le bon positionnement des ostéotomies. Alors, les anciens chirurgiens faisaient beaucoup de chirurgie ouverte, les chirurgiens plus jeunes font beaucoup de chirurgie percutanée, et puis il y a les consensuels qui font l'un ou l'autre
suivant le geste qu'ils vont faire. Moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là. Consensuel, ça veut dire qu'il y a des chirurgies où je pense qu'il faut bien voir ce qu'on fait, des chirurgies où on peut faire du percutané, et puis il faut faire surtout ce qu'on sait faire. Il y a des excellents chirurgiens percutanés, des excellents chirurgiens ouverts, et il faut faire ce qu'on sait bien faire. L'avantage, là c'est une petite parenthèse, la chirurgie percutanée peut se faire plus rapidement puisque la fermeture est plus rapide. Donc là, vous avez des chirurgiens moins honnêtes qui vont faire de la chirurgie percutanée parce que ça va plus vite et qu'on peut faire plus de chirurgie percutanée. Mais là, c'est un mauvais argument, donc ça, il ne faut pas l'enregistrer. Ensuite, donc on a on a libéré les sésamoïdes, on a corrigé l'angle entre le premier et le deuxième métatarsien, puis il faut faire un geste sur la phalange. Ce geste, il n'est pas systématique. Des fois, ça suffit d'avoir fait tout le reste, on s'arrête là. Et puis des fois, on doit intervenir sur la phalange. Vous avez dit que la phalange, c'était le chapeau qui bascule vers l'extérieur. Alors, comment on repositionne la phalange comme il faut, et comment on évite qu'il y ait un conflit avec le deuxième orteil? Ben là aussi, on va faire une ostéotomie. Il y a plusieurs types d'ostéotomie. La principale, c'est l'ostéotomie de Hakin, où on va enlever un coin d'os à base médiale, à sommet latéral, puis on va fermer ça avec une charnière qu'on essaye de laisser intacte. Et puis une fois qu'on a fermé la charnière, ben on va fixer soit avec une vis, soit avec une agrafe, peu importe. Et là aussi, cette chirurgie, ben, suivant ce qu'on a fait comme voie d'abord pour la première ostéotomie, soit on fait une deuxième petite incision, c'est aussi une chirurgie percutanée, soit on est dans la même voie d'abord, puis on est en chirurgie ouverte. Donc les sésamoïdes, le premier métatarsien, la phalange. Et puis la retention capsulaire, elle est très vraie quand on fait une chirurgie ouverte. Ça veut dire que vous allez ouvrir, vous dégagez bien la capsule articulaire, vous pouvez en enlever une partie et puis refermer. C'est ce qu'on appelle une capsulographie. Quand vous faites une chirurgie fermée, la retention capsulaire, vous ne pouvez pas la faire puisque vous n'avez pas accès directement à la capsule. Donc c'est le pansement qui va, par le biais de l'inflammation, tenir l'orteil aussi dans la bonne position. Il y a de l'inflammation, il y a de la fibrose, la capsule se fibrose un petit peu, puis ça la retend quand même en quelque sorte. Mais c'est moins puissant que vraiment de la fermer directement. Ouais. La technique qu'on appelle la répression. C'est ça. C'est Hakin ou Hakin, c'est la même chose. Ensuite, disons, ce que vous voyez, l'environnement de la salle, c'est un patient qui est sur le dos. En général, on appelle le patient à plat dos pour la chirurgie du pied. Tous les types d'anesthésie sont possibles, générale, péridurale, enfin rachianesthésie, ou une locorégionale pure. Ça dépend des habitudes de service, ça dépend des habitudes du chirurgien. Dans certains centres, certains chirurgiens du pied font que de la locorégionale pure. Pourquoi? Parce que ça gagne énormément de temps. Vous avez un anesthésiste qui fait venir 3 patients à 7 heures du matin. Il va piquer tous les blocs et puis le chirurgien est en salle et puis il fait un pied, fait un deuxième pied, fait un troisième pied. Il n'y a quasiment pas de perte de temps pour faire l'anesthésie générale, pour faire la rachianesthésie. Il va enchaîner tous les pieds les uns derrière les autres. Ça fonctionne très bien, c'est un mode de faire, peu importe. Le tout, c'est que le patient ne sente rien et soit détendu. On va mettre un garrot et puis je mets à la hauteur ad hoc. Quand on fait une anesthésie locorégionale pure et qu'il n'y a que le pied qui dort, si on met le garrot en cuisse, le patient ne va pas aimer. Donc on va mettre un garrot stérile au niveau de la cheville et puis souvent on est juste à ras de là où ça prie. C'est pas rare que les anesthésies se complètent avec une petite sédation. Si on est en AG ou en rachianesthésie, on met le garrot où on veut, en cuisse, au mollet, en cheville, c'est au choix du chirurgien. Donc une installation, une anesthésie, on aime bien décaler les pieds en hauteur, donc il y a des tables qui permettent de le faire facilement, sinon on va mettre des draps pour avoir le pied opéré un peu plus haut que l'autre pied. Donc ça c'est le décalage des pieds pour bien voir le pied puis pas être gêné par l'autre. Et puis typiquement quand on fait une chirurgie du pied sous bloc pur, il y a des patients qui disent est-ce que vous pourriez arrêter d'appuyer très fort sur mon autre pied parce que ça commence à me faire mal. On met le coude dessus puis au bout d'une demi-heure ils se plaignent, ils n'osent pas le dire avant. Donc ça il faut en tenir compte aussi, le bloc pur, il y a l'autre pied. On met plus ou moins un coussin sous la fesse selon ce qu'on va faire comme geste pour avoir le pied qui est droit devant nous ou bien qui tombe un peu sur le côté. Et puis l'amplificateur de brillance, plus ou moins gros suivant les blocs où vous êtes. Soit c'est un truc polyvalent mais qui est souvent plus irradiant, soit on a des petits appareils, des capteurs plans qui vont être un peu moins irradiants, puis c'est l'idéal pour la chirurgie des extrémités, pieds, poignets, mains.
où on va moins s'irradier. Puis le chirurgien souvent peut faire un peu tout seul, il y a toujours un bouton pas très loin. Donc si jamais on n'est pas en ombre, on peut toujours faire avec le capteur plan, ça se copie tout seul. Le matériel qu'on utilise, on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a la visserie, souvent à double filetage, différents diamètres. Il y a les agrafes qui peuvent être droites ou angulées, et puis souvent elles vont être à mémoire de forme, typiquement celle-ci, ça veut dire que si on ouvre les bras, ils vont avoir envie de se refermer, donc dans une ostéotomie d'ouverture qui garde une charnière, l'ostéotomie elle aura envie de se réouvrir, le fait de mettre une agrafe à mémoire de forme, ça va lui permettre de continuer à serrer l'ostéotomie. Il y a des broches pour fixer temporairement ou définitivement les os. Et puis, vous avez les fraises. Alors là, certains chirurgiens sur leur site ont ça à côté de leur tête. C'est-à-dire que vous avez toutes les fraises. Vous dites que ce chirurgien du pied, en fait, suivant la chirurgie percutanée que vous faites, suivant le type d'os, suivant le type d'ostéotomie, vous allez prendre des fraises de diamètres différents, d'agressivité différente. Donc, il y a un catalogue des fraises suivant le type d'ostéotomie ou le geste qu'on va faire. Et le type d'os aussi du patient. Très important pour la fin de l'opération, les soins post-opératoires. Donc on fait souvent des pansements où chaque orteil est isolé de ses voisins. Et puis on va pouvoir, par le biais du pansement, avoir des effets de traction et de positionnement des orteils. Donc ce pansement, il est très important. Et en général, quand le pansement est mal fait, c'est pas agréable pour le patient parce que c'est souvent un pansement qui va être pas très joli. Et en plus, c'est un pansement qui fait perdre une partie du traitement. Donc on positionne les ostéotomies, surtout quand elles sont percutanées, et on positionne les orteils en position de détente pour les tendons. On a des chaussures à semelle rigide avec un scratch par-dessus. Quand on a le bon pansement, la bonne chaussure, ça participe déjà à ce que les gens aient moins mal. Et souvent, on ne refait pas le pansement avant quelques jours, justement pour éviter de défaire le pansement et que les gens soient douloureux. Donc voilà pour la luxe valgus. C'était entre guillemets le gros morceau. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non. Alors, disons, ça vient plus souvent chez les gens qui vont avoir entre 30 et 50 ans, mais il y a des hallux valgus de l'adolescent, il y a des hallux valgus de l'adulte jeune. On peut avoir l'hallux valgus à tout âge. Après, souvent, il est bien toléré pendant longtemps. Donc, en fait, les gens savent qu'ils ont leur hallux valgus, se disent, bon, un jour, j'y passerai. Et puis, finalement, le temps qu'ils deviennent symptomatiques par le biais du conflit, par le biais du conflit avec le deuxième orteil, à ce moment-là, les gens ont un peu vieilli. Donc, en général, il apparaît un peu plus tôt et il devient gênant autour de, on va dire, entre 40 et 60 ans. Et puis, on a des grands-mamans dans les EMS qui viennent avec leurs petites pantoufles, où vous avez le gros orteil que vous ne voyez plus, qui se promènent sous les 4 autres. Puis quand vous leur dites, mais ça va, elles disent, oui, ça va très bien. Ils se plaignent de rien. Donc, voilà, ça peut être à tous les âges. Et puis, il faut dire ce qu'il y a, on n'aime pas trop opérer les enfants pour ça. Parce que s'ils vont bien, s'ils courent, s'ils sautent, s'ils font la tonique, la gym, s'ils font le ski, on les laisse avec leurs pieds un peu déformés. Et si on n'a jamais regardé jusqu'à 60 ans, ça peut venir tout d'un coup. C'est rarement quelque chose qui vient brutalement. En général, ça apparaît progressivement. Après, il y a des familles où effectivement, toute la famille, la grand-mère, la mère, la fille, tout le monde a eu son hallux valgus. Donc, il y a un petit terrain probablement génétique, mais on n'a pas tellement creusé vu que c'est pas quelque chose qui est une maladie grave au sens où il faut la prévenir. Est-ce que le fait de se chauffer d'une certaine manière, ça peut provoquer aussi ça? Ça provoque pas, mais ça rend plus symptomatique. On dit que dans les pays, alors il faut que je fasse attention aux mots, c'est pas moins développé, c'est dans les pays peut-être qui ont moins d'argent, où les gens marchent souvent à pieds nus, il n'y a pas d'hallux valgus. On n'en opère pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de gêne ou peu de gêne. Donc le fait de se chausser étroit, le fait de mettre des talons qui sont tout sauf favorables à une harmonie du pied au sol, le fait de mettre des chaussures d'escalade, de faire des ballerines, ça va favoriser le retentissement d'une pathologie, mais ça ne va pas la provoquer. Alors on va dire que ça peut aggraver, quoi. C'est sûr que si vous avez déjà l'hallux valgus, vous êtes toujours sur les points tendance classique, ça va l'accélérer, mais ça ne va pas provoquer la maladie. Et puis comment ça se fait que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes?
Alors c'est là où il y a probablement une part génétique, et puis disons le chaussage féminin fait que ça le rend plus symptomatique. On a souvent des chaussures plus étroites. Le talon aiguille, il y a le pitch du talon aiguille. Ben, le talon aiguille, c'est pas lui qui provoque, encore une fois, mais c'est juste qu'on a quasiment plus d'appui talonnier, on est tout sur l'avant du pied. Donc ça, c'est un mauvais chaussage. On passe à la suite alors, les griffes d'orteil. Pathologie assez fréquente qui touche les deux sexes, symptomatologie qui peut être variable, un retentissement au quotidien qui est variable, et puis il y a des associations. La griffe d'orteil, elle peut être associée à la luxe valgus, elle peut être associée au pied creux, surtout quand il y en a plusieurs. Donc c'est des associations lésionnelles. C'est un déséquilibre tendineux. Je vous ai dit tout au départ, on a l'extenseur, on a les fléchisseurs, puis quand tout ça fonctionne de concert avec les longueurs des phalanges et du métatarsien 1 et 2, 3, 4, 5 sont bonnes, ben, tout est en harmonie, le pied il est bien à plat, il se propulse, il fait comme il faut. Puis quand il y a un déséquilibre, soit des os trop longs, soit des tendons trop tendus, ben, on va créer des griffes qui peuvent être soit au niveau métatarsophalangiens, soit au niveau interphalangien proximal, c'est la plus fréquente, soit au niveau interphalangien distal. Je vous épargne tous les types de griffes avec des tableaux où on dit quel tendon est plus ou moins tendu. Ce qu'il faut voir, c'est un déséquilibre tendineux et un squelette parfois inapproprié. La griffe, au départ, elle est réductible. C'est-à-dire que vous pouvez repositionner l'orteil, puis petit à petit, avec le temps, elle devient irréductible, fixée. C'est-à-dire que vous avez beau essayer de forcer, les tendons sont rétractés, l'articulation commence à être usée, la griffe, elle ne bougera plus, elle est là. Et puis ça va provoquer des hyperappuis. Un hyperappui dans la zone de la griffe, un hyperappui en amont de la griffe ou en aval de la griffe. Et c'est ça qui va générer finalement les symptômes. Donc, qui est-ce qu'on va opérer? Une radiographie qui montre une griffe, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de griffe, on ne va pas traiter la griffe. Une griffe qui est symptomatique, ça veut dire qu'il y a des plaies, des douleurs, des conflits. Et puis, on peut parfois faire des chirurgies quand même préventives quand on a des avant-pieds à risque. Un patient diabétique qui a déjà fait des plaies, par exemple, de l'autre pied, si on voit que le deuxième pied est symétrique et qu'il prend le même chemin, on va faire une correction de griffe préventive. Alors là aussi, plusieurs techniques, ouvertes, fermées, plusieurs types de gestes, mais l'objectif final, c'est équilibrer les forces pour remettre l'orteil d'aplomb. Alors on peut faire des résections osseuses, on enlève un bout de la tête de P1, on enlève un bout de la base de P2, et puis une fois qu'on a fait ça, deux options. On met un implant dédié, ça c'est un exemple, il en existe d'autres, ou même on peut bricoler ça avec des broches. On met un implant qui fixe la première et la deuxième phalange. Ça c'est une arthrodèse interphalangienne de la luxe. Donc on a un implant dédié, mais là ça ne bougera plus, ce qu'on appelle une arthrodèse. Deuxième option, on a fait le même geste au niveau osseux, on a réséqué de l'os de part et d'autre de l'articulation, puis cette fois on va mettre une broche, puis cette broche on va la retirer. Donc là vous avez les broches qui sont à la peau, vous avez l'incision cutanée qui est ici, on met les broches en va-et-vient, on les rentre par ici, et puis ensuite on les réenfouit dans la phalange. Puis ces broches on les retire, puis là ce ne sera pas une arthrodèse, ça va laisser quelque chose de mobilité, mais comme on les a laissés 6 semaines, ça a plus ou moins collé, et puis il y a un tout petit peu de mobilité, mais il n'y a plus de douleur, et il n'y a pas de risque de récidive. Ce qu'on appelle l'arthroplastie modelante. Certains le font même juste avec du fil, c'est-à-dire qu'on met un fil solide, un pansement rigide, et puis on dit aux gens, on ne touche à rien pendant 6 semaines. À 6 semaines, on coupe le fil, on enlève le pansement rigide, et puis il n'y a pas eu de broche. Ça fait qu'il n'y a pas de matériel. Ensuite, il y a les ténotomies. Alors, on coupe les tendons extenseurs, on coupe les tendons fléchisseurs. Parfois même, on va faire des ostéotomies en plus des ténotomies. Donc, ténotomie, on coupe le tendon, ostéotomie, on coupe l'os. En fait, on détend tout, et puis on laisse comme ça. On fait un pansement. Ça se fait très volontiers en percutané. Ça équilibre bien les forces, il n'y en a plus. C'est-à-dire que l'orteil, il est un peu flasque, il est un peu tout mou. C'est le flat tout. Vous avez l'orteil qui est bien à plat, mais si vous le prenez, il est tout mou. Donc chez des gens un peu âgés, qui n'ont pas un besoin fonctionnel majeur, c'est un excellent traitement à moindre frais au niveau cicatriciel, risque septique. On ne met pas de matériel, on fait ça, ça va plutôt bien. On peut le faire aussi chez des gens plus jeunes, mais il faut bien expliquer qu'il y aura une capacité de propulsion qui va être un peu perdue, en tout cas diminuée. Et puis vous avez des chirurgies un peu plus
intellectuel, mais en chirurgie, il ne faut pas trop intellectualiser quand même. Ça marche pas trop bien, en tout cas en orthopédie. On va essayer d'équilibrer les forces, mais en changeant le trajet de certains tendons. Alors, il y a un chirurgien italien qui le faisait très bien, puis ça marchait, c'était le docteur Pisani. Il a dit, moi, je vais couper un tendon, puis je vais le dérouter pour le faire passer par au-dessus de la première phalange, puis je vais faire une force qui va tirer vers le bas, et en faisant ça, je vais remettre l'orteil à plat, et en plus, je garde la force pour qu'il y ait de la propulsion. Alors, dans des mains expertes, bonne maîtrise de la technique, ça marche bien. Dans des mains moins expertes, c'est un réglage qui est relativement délicat et c'est pas quelque chose qui se fait en routine. Certains le font, mais les autres chirurgies que je vous ai présentées sont quand même nettement plus fréquentes. On continue? Évidemment. Les métatarsalgies. Alors, les métatarsalgies, c'est un mot médical pour dire on a mal sous les métatarsiens. En général, on a mal sous les têtes métatarsiennes. Un ou plusieurs rayons. Tout à l'heure, on disait est-ce qu'il y a des pieds qui favorisent plus certaines pathologies? Le pied grec favorise la métatarsalgie du deuxième métatarsien. Le pied creux va favoriser les douleurs sous toutes les têtes métatarsiennes. En général, ça se traduit par des douleurs, puis après les douleurs, vous avez l'hyperkératose, c'est la peau qui s'épaissit sous le pied. On peut avoir des associations, on a dit, griffes, métatarsalgie, pied creux, tout ça va ensemble. On peut avoir des associations à l'hallux valgus. Si vous avez une grande déformation de l'hallux, la tête du premier métatarsien, elle n'est plus là, elle est carrément en dedans et souvent plus courte, et vous allez avoir un hyperappui de toutes les autres têtes métatarsiennes. Ça veut dire des métatarsalgies de transfert de charge. Donc la symptomatologie, elle varie suivant qu'on a un ou plusieurs métatarsiens et puis suivant qu'on a une association ou non à d'autres pathologies. Donc je vous ai dit, facteur favorisant, le pied creux, vous voyez que ça appuie très fort ici, pas du tout là. L'avant-pied grec avec un deuxième un peu long. Et puis on a souvent les personnes âgées, mais des fois c'est chez les personnes très menues, un capiton plantaire qui est relativement faible, je veux dire cette petite graisse qu'on a dans la plante du pied, qui nous permet aussi d'amortir un peu le contact au sol, elle est tellement fine que à anatomie normale et morphotype normal, les gens ont quand même des douleurs d'hyperappui parce que rien qu'en marchant comme il faut, ils ont une peau un capiton plantaire qui est insuffisant. Il y a quand même le plus souvent un mauvais déroulement du pas qui génère l'hyperappui, l'hyperkératose et les douleurs. Les podologues traitent ça beaucoup en faisant une résection de la corne ou de l'hyperkératose. Et puis au bout d'un moment, souvent, ils passent la main, ils disent écoutez, là, je ne peux plus rien faire. Alors, ils passent la main à l'orthoprothésiste ou au podologue qui sait faire les supports plantaires. Et puis là, les supports plantaires, l'objectif, c'est de décharger les têtes métatarsiennes. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une pelote d'appui rétrocapitale, c'est une petite boule, juste en arrière du positionnement habituel des têtes métatarsiennes. Et puis, on va décharger ces têtes en les relevant un petit peu grâce à notre pelote d'appui. On a fait les soins de podologie, on a fait les semelles, malgré tout les gens restent douloureux. On a cette zone des têtes métatarsiennes qui sont en aval de la courbe de Lelièvre, une courbe disharmonieuse, un hyperappui, des douleurs, c'est invalidant, les gens font moins d'activité, alors on va se tourner vers la chirurgie. Là aussi, des objectifs communs malgré les techniques. L'objectif, c'est diminuer l'appui. Chirurgie ouverte, chirurgie fermée et des pansements. Chirurgie fermée, ce qu'on appelle les DMMO, distale, métatarsiale, métaphysaire, ostéotomie. Désolé pour mon mauvais anglais. Anne ne rit pas. Donc on va se positionner au niveau du col du métatarsien, très souvent en percutané, avec une fraise ad hoc en termes de longueur, d'agressivité. Et puis on va faire glisser la fraise sous le col jusqu'à l'avoir sectionnée. Et là, ça va permettre un recul et une ascension de la tête. On essaye de protéger, donc avant de rentrer la fraise, souvent vous avez un petit dissecteur, une petite rugine relativement étroite qu'on va glisser pour essayer de décoller la capsule, décoller les tendons, décoller les vaisseaux, et puis ensuite on va rentrer la fraise pour faire le geste. Donc il faut une maîtrise du geste, une bonne connaissance du geste. Et les experts de cette chirurgie, initialement c'est des Espagnols, après des Français dans la région de Bordeaux, qui ont beaucoup développé cette technique,
Et en fait, en amont du développement de la technique, ils ont refait beaucoup d'anatomie pour dire c'est quoi la meilleure incision de 1 mm pour aller faire tel ou tel geste. Donc il y a un livre qu'ils ont écrit où on voit vraiment des coupes anatomiques, comme je vous ai montré ici, où on se dit, ok, pour tel geste, je dois passer à cet endroit-là parce que là, j'aurai pas de danger vasculaire ou nerveux. Donc là aussi, il y a une technique à parfaitement maîtriser. Et, je vous l'avais dit tout à l'heure, contrôle scopique fréquent. Oui? Quand vous dites qu'il y a tous ces tests, c'est des tests sur des patients vivants? Non, la plupart du temps, c'est sur cadavre. En fait, on commence, la formation du chirurgien, elle se fait sur sawbones, c'est de l'os de synthèse. Donc là, il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de muscle, il n'y a rien. On fait ça comme ça, on a la scopie, on a le matériel, puis on s'entraîne, donc ça fait des copeaux de faux os partout. Après, on peut le faire au laboratoire d'anatomie, pour autant qu'on ait accès au laboratoire d'anatomie. Donc c'est des gens qui ont donné leur corps pour la science, la recherche et la dissection. Et puis, on va avoir des pieds, puis on va s'entraîner à faire ça. Alors, on s'entraîne, puis on fait le contrôle scopique pendant ou après. Et puis, on regarde si on a fait juste. Et puis, à la fin, on le fait sur les patients. In fine, il y a quand même un moment où il faut se lancer, donc il y a bien un premier patient. Mais en général, on a suffisamment fait avant de commencer. Enfin, on espère. Et puis, il faut savoir convertir. Si on a un doute, on ouvre. Ça, c'est comme l'arthroscopie d'épaule. Si on sent que ça ne se passe pas comme il faut, on ouvre grand et puis on regarde. C'est le plus simple. Donc ça donne ça à peu près. On fait l'ostéotomie sur le col, souvent de plusieurs métatarsiens. On fait ce pansement qui est vraiment un pansement très strict, très serré. On va autoriser la mise en charge immédiate. Donc là, c'est un peu barbare. On fait une fracture, on ne met pas de matériel et on dit aux gens marchez quand même dessus. Pourquoi? Parce qu'on veut que les têtes, elles s'ascensionnent. Si on fixe pas et qu'on met en décharge, la tête, elle aura plutôt tendance à redescendre. Si on les fait charger, la tête, elle va se positionner en remontant. Et puis au bout de quelques semaines, elle sera fixée en haut. Et au bout de on va dire 2 mois, 3 mois, ça commence à être bien consolidé. Donc l'avantage, c'est que c'est des petites cicatrices. C'est un autoréglage de la hauteur des têtes métatarsiennes. L'inconvénient, c'est que c'est légèrement plus long pour que ça consolide. Donc ça peut être des gens qui ont mal un petit peu plus longtemps. Si on informe bien, il n'y a pas de problème. Si on n'informe pas bien, ils ne vont pas comprendre pourquoi au bout de 2 mois, ils ont encore mal. L'autre technique, c'est la technique historique, mais qui se fait encore beaucoup, la technique de Weil ou Weil. On va faire une ostéotomie du col du métatarsien. Et puis cette ostéotomie, on va la faire en ouvert la plupart du temps, avec une scie, pas avec une fraise. Et puis souvent, on va fixer. Alors là, on va faire juste un trait de scie, donc il n'y a pas de diminution de l'épaisseur, il n'y aura pas d'ascension, mais il y aura un recul. Donc on va laisser reculer la tête du métatarsien vers l'arrière et on va fixer avec une vis. Le petit débord ici, on va le réséquer. Et puis là, vous avez un schéma de Weil multiple qui ont permis de faire reculer les têtes métatarsiennes pour les mettre en arrière de la courbe de Lelièvre. Alors les chirurgiens historiques, ils faisaient plein de calculs, comme je vous ai montré tout à l'heure avec la courbe de Maestro. Ils choisissaient de combien de millimètres ils voulaient faire reculer la tête, donc ils avaient le petit centimètre pendant la chirurgie, moi je le fais encore. Ils mettent le centimètre pour voir de combien ils reculent le Weil, ils le fixent, puis après ils regardent sur la radio de contrôle s'ils ont respecté le contraste, c'est-à-dire qu'ils ont fait le recul qu'ils souhaitent. Chirurgie percutanée, on fait un peu moins de calculs parce que on fait les coupes, puis quand on a fait les coupes, ça se règle tout seul. Donc mon maître qui m'a formé à la chirurgie du pied, il dit maintenant c'est très bien, chirurgie du pied c'est simple, vous mettez à 1 mètre, 1 mètre 50 ou 2 mètres du patient, prenez un moellon, un parpaing, vous regardez à peu près où vous le lâchez, puis une fois que vous l'avez lâché, c'est tout cassé, vous faites un gros pansement, puis c'est fini. C'est une mauvaise langue pour dire qu'avant on faisait plein de calculs, qu'on fixait, qu'on réglait tout, puis maintenant finalement on coupe un peu tout, puis c'est fini. C'est une très mauvaise langue parce que les chirurgiens percutanés finalement font aussi bien que les chirurgiens ouverts avec une rançon cicatricielle qui est un peu inférieure. Donc il faut savoir faire ce qu'on sait faire tant qu'on le fait bien. Ouais. Alors, on peut faire, ça veut dire qu'on peut, alors oui, après, là on rentre dans les grands détails, mais souvent on fait un trait de scie, on recule, mais on peut imaginer faire 2 traits de scie. Si on fait 2 traits de scie, on enlève carrément une petite rondelle d'os, donc on peut avoir l'effet de recul et d'ascension. Avec une ostéotomie, globalement, on peut tout faire, mais pour faire très schématique, le VEL c'est plutôt du recul, et puis la DMMO c'est plutôt de l'ascension. Pour les métatarsalgies, on est bon?
Donc on va passer à une pathologie dont on entend souvent parler, souvent évoquée. Les gens viennent dire c'est mon Morton, j'ai un Morton, mais finalement il y en a beaucoup moins que ce qu'on pense. Alors, il y a le Morton parce que les gens lisent sur internet comment c'est un Morton, ils disent ah bah oui c'est sûr j'ai ça. Il y a des médecins qui disent oh bah vous devez avoir un Morton. Et puis si on va aller au bout du diagnostic, il y en a nettement moins. Ça veut dire que à la fin, quand on a tout fait, on élimine ou on trouve une autre cause qui n'est pas un névrome de Morton. Névrome de Morton, c'est un peu comme le tunnel carpien. C'est ce qu'on appelle un syndrome canalaire. Pardon. Ça veut dire que vous avez un nerf qui est en souffrance dans une zone étroite. Et puis quand il est en souffrance, il va avoir tendance à gonfler, il y aura un petit renflement. Du coup, il aura encore moins de place, il y a de l'inflammation, puis c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Une fois que ça commence, ça a tendance à s'accentuer, surtout si on met des chaussures étroites, surtout si on met des chaussures de ski, surtout si on a des activités physiques qui ont tendance à serrer le pied. Le diagnostic typique des diagnostics différentiels, donc ceux avec quoi on peut le confondre, c'est les métatarsalgies. Donc il faut toujours faire une radiographie simple et vérifier que la courbe de Lelièvre, le morphotype des métatarsiens est harmonieux, parce que des fois, c'est pas que le nerf pose problème, c'est qu'on a trop mal sous les têtes métatarsiennes. Donc il faut bien faire la part des choses. Donc des radiographies, et puis les deux examens clés, c'est l'IRM, où on va voir une structure dans la commissure qu'on ne trouve pas dans les autres commissures, avec là aussi une caractérisation suivant les séquences, suivant l'aspect, mais ce n'est pas le but de cette présentation. On a une IRM qui confirme le névrome, on a un ultrason qui peut confirmer la présence du névrome, et puis il y a un examen qui est à la fois un examen et un traitement, c'est l'infiltration. Si vous infiltrez sélectivement la commissure où vous pensez qu'il y a un Morton, et puis que les gens vous disent c'est merveilleux, j'ai plus aucune douleur, c'est la confirmation que le Morton est responsable de leur douleur. Et puis vous avez fait une partie du traitement parce que ça ne revient pas toujours. Je vous avais dit que c'était un phénomène qui s'auto-entretenait. Si vous diminuez l'inflammation, le nerf quelque part il a un petit peu plus de place, il va peut-être être moins stressé et retrouver un volume plus normal, et puis être moins symptomatique. Donc on ne fait pas disparaître le névrome, mais on diminue son retentissement symptomatique, et donc les gens vont bien. Quand les gens vont bien, il ne faut pas les opérer. Donc si l'infiltration fonctionne, c'est la confirmation diagnostique, et vous avez fait une partie du traitement. Donc je vous ai dit, c'est cette zone de division d'une branche, soit du nerf plantaire interne, soit du nerf plantaire externe, dans une commissure, dans un espace réduit, de l'œdème, de l'inflammation, puis vous avez le névrome qui prend forme. On le confirme par l'US, on essaye des supports plantaires, je vous avais parlé des trois arches, médiale ou latérale quand on regarde de profil. Si on regarde de face, il y a une arche plantaire de l'avant-pied, avec le premier et le cinquième qui sont au sol, et puis 2, 3, 4 qui sont normalement légèrement surélevés, et qui viennent au sol quand on déroule le pas. On peut faire des supports plantaires spécifiques pour décharger le névrome et ouvrir les commissures. Donc, échec des supports, échec des infiltrations. Quelqu'un qui est douloureux et qui décrit typiquement des paresthésies, ça veut dire des fourmillements dans deux orteils contigus. Ce n'est pas tout l'orteil, c'est souvent la moitié d'un et la moitié du voisin, puisque le nerf se divise dans la commissure. Alors on va confirmer qu'il faut faire une chirurgie. Là, il n'y a pas 15 options. En général, il faut retirer le névrome. Et c'est ça qu'on va faire, plus ou moins associé à d'autres gestes, mais il faut retirer le névrome. On a plusieurs voies d'abord, soit on passe par le dos de l'orteil, soit on passe droit en face dans la commissure, soit on passe par voie plantaire. On aime un peu moins parce qu'on va être directement en zone d'appui, mais il faut passer par là où on sait faire. On va disséquer les vaisseaux, parce qu'il ne faut pas confondre le névrome avec un vaisseau. On va disséquer les tendons, ça c'est plus simple, ça brille, c'est un peu blanc nacré. Et puis on va sectionner le ligament qui unit les deux métatarsiens, ça donne un peu d'espace. On va infiltrer en amont du nerf dès qu'on fait une section nerveuse dans le cadre d'une amputation, dans le cadre d'une dénervation. Il faut toujours infiltrer en amont pour que le dernier message enregistré par le corps soit un message d'indolence, il n'y a pas de douleur, tout va bien. Et puis, en général, les suites opératoires et les douleurs type membre fantôme sont moindres quand on infiltre un nerf en amont de sa section, et surtout avant de sectionner. Et puis on le résèque et on l'envoie en pathologie. Alors quand je vous disais au départ que c'est souvent évoqué, moins souvent diagnostiqué, c'est que déjà on en opère beaucoup moins qu'on en voit,
Et si tout le monde fait de la pathologie, on en trouve beaucoup moins que ce qu'on pense en avoir enlevé. Ça veut dire que des fois, on voit que finalement, on a enlevé une veine, on voit qu'on a enlevé du gras, on voit qu'on a enlevé autre chose, mais que ce n'était pas une tumeur nerveuse type névrome de Morton. Donc, il faut être assez prudent dans le diagnostic, puis il ne faut pas se précipiter pour la chirurgie. Un petit dernier? Alors, on continue. Pardon? L'hallux rigidus, alors c'est une pathologie qui est assez fréquente. Ça touche les deux sexes, un peu d'égalité. Symptomatologie assez variable et puis un retentissement qui change suivant ce qu'on fait comme activité, suivant ce qu'on a comme métier, comme type de chaussage, et puis suivant son sexe, si on chausse étroit ou pas. Association possible à l'hallux valgus, mais pas forcément. C'est un excès de pression sur l'articulation entre le premier métatarsien et la première phalange. Ça peut être favorisé, comme on l'a dit tout à l'heure, par les pieds creux, parce que vous avez un hyperappui constitutionnel, et puis vous avez un premier métatarsien long dans les pieds égyptiens qui peut favoriser cette hyperpression. Vous avez les hypersollicitations, le pied va bien, mais vous faites de la danse classique, au bout de 15-20 ans, c'est pas rare d'avoir des danseuses qui vous disent ça commence sérieusement à me faire mal. Et puis là, vous regardez la luxe et vous voyez qu'il y a une arthrose qui va être post-micro-traumatique. Ce n'est pas un traumatisme, mais c'est le fait d'avoir hyper sollicité, hyper traumatisé sur des réceptions de saut. Vous arrivez à de l'arthrose secondaire. Et puis, l'hallux valgus, c'est une déformation. Je vous ai dit que c'est la tête qui se décale du chapeau. Ça fait qu'il n'y a plus qu'un seul endroit où le chapeau appuie sur la tête. Ça veut dire qu'on a des contraintes qui sont réparties de manière inharmonieuse sur la tête métatarsienne. Cet hyperappui répété, il va favoriser une usure précoce, ce qu'on appelle l'hallux valgorigidus ou l'hallux valgus dégénératif arthrosique. Radiographie simple, c'est suffisant. Vous avez le pincement de l'articulation. À côté, vous avez des articulations normales. Vous avez un petit espace noir, c'est le cartilage qui est plein d'eau. Les rayons passent à travers, puis on voit du vide. C'est pas du vide, c'est l'articulation. Quand il n'y a plus de cartilage, vous êtes en contact os contre os, et puis à ce moment-là, on ne voit plus l'articulation. Puis si on tourne de profil, on va retrouver quelque chose qu'on sent cliniquement, c'est l'ostéophyte dorsale. C'est cette petite proéminence osseuse qui est créée, c'est une production, comme les stalagmites, puisque ça monte. Et puis, cette production de cartilage, c'est le corps qui essaye de répondre à l'arthrose. Il essaye de refaire du cartilage là où il n'y en a plus. Mais il le refait de manière exubérante, donc ça fait une saillie osseuse échondrale, un peu de cartilage. Et puis les gens souvent disent j'ai une bosse, alors là pour le coup c'est une vraie bosse. Vous avez l'orteil, puis vous avez une petite saillie comme ça qui vient faire mal. Et pourquoi ça fait mal? On le voit juste ici, pardon. Pourquoi ça fait mal? C'est quand vous êtes en flexion dorsale et que tout va bien, il n'y a pas de conflit. Quand vous êtes en flexion dorsale et que vous avez cet ostéophyte du métatarsien et de la phalange, vous avez un conflit osseux, donc ça bloque, ça rigidifie, pour ça que ça s'appelle hallux rigidus, puis ça fait mal parce que ça vient en conflit direct et que vous ne pouvez pas aller plus loin. On fait les radiographies, si elles sont pathologiques, si le patient se plaint de douleur et puis s'il y a une diminution des capacités fonctionnelles ou une gêne au chaussage, on va faire une opération. Opération en premier, là on ne parle pas d'une déformation, on parle d'une douleur, il faut soulager les douleurs. Et puis soulager les douleurs, ça peut être soulager l'articulation en la décomprimant ou bien en la bloquant. Si elle ne bouge plus, normalement, ça fait plus mal. Donc, la chirurgie conservatrice, on va réséquer les ostéophytes. On va éventuellement faire une ostéotomie de décompression. Donc, c'est le même truc pour faire un scarf dans un hallux valgus, sauf qu'on ne translate rien dans le plan frontal, mais on va translater dans le plan sagittal. On va faire reculer la tête par rapport à la base du métatarsien. Quand on fait reculer, donc en enlevant deux coins d'os, la tête métatarsienne, elle recule, donc on change le type de pied. On n'aura plus un pied égyptien, on aura un pied romain. On évite d'avoir un pied grec, parce que là, on risque de créer un problème à côté. Donc on essaye de remettre le premier métatarsien à la même hauteur que le deuxième métatarsien. On fait une ostéotomie de décompression, une résorption des ostéophytes, et on a soulagé l'hypersollicitation. Donc ça, c'est souvent dans les hallux rigidus débutants, chez des gens qui sont en activité,
puis l'usure n'est pas trop importante. Quand l'usure est très importante, on peut, ou je dirais on pourrait faire des prothèses, parce que ça paraît séduisant, on se dit on va garder de la mobilité, comme pour le genou, la hanche, l'épaule, la cheville. Donc on va mettre quelque chose sur le métatarsien, c'est une espèce de bouclier, comme un carter fémoral, puis on va mettre une espèce de cupule en face au niveau de la phalange, puis avec ça on garde une mobilité, flexion dorsale, flexion plantaire. C'est séduisant, mais l'inconvénient c'est que quand vous êtes en fin de propulsion du pas, vous êtes avec tout le poids du corps sur le gros orteil, et là il y a des contraintes qui sont majeures sur un truc qui est minuscule. Et on a beau mettre des quilles, on a beau mettre du ciment, pas de ciment, on a beau faire ce qu'on veut, en fait, le risque de décèlement de la prothèse à court terme, il est assez important. Donc, ce n'est pas une option qui est fréquemment utilisée. Il y a quelque chose que je n'ai pas noté qui s'utilise un petit peu, mais on ne peut pas dire que c'est encore généralisé, c'est les implants en pyrocarbone. On résèque un petit peu de chaque côté, et puis on vient mettre une espèce de petite, comme une perle en matériau très lisse, du pyrocarbone, qui va permettre la mobilité. Le risque, c'est que ça se luxe dans tous les sens, parce que les ligaments ne sont pas toujours très efficaces. Donc ça, je ne l'ai même pas mis, parce que ce n'est pas encore quelque chose qui se fait en routine. Et ça se fait, mais pas beaucoup. Ce qui se faisait beaucoup et ce qui se fait encore beaucoup, c'est les arthrodèses. On va fixer l'articulation. Alors, il y a des choses communes. On doit aviver la tête du premier métatarsien. Donc, on enlève le cartilage. On doit arriver dans de l'os saignant. On va aviver la base pour arriver dans de l'os saignant. On met les deux en contact, puis on fixe. Soit par des vis en croix. Ça, c'est la technique historique qui fonctionne très bien. C'est simple. Ça coûte pas cher parce que c'est des vis type AO qui doivent coûter moins de 5 francs la vis. Souvent, on complète avec un plâtre parce qu'on n'a pas une stabilité dans tous les plans. Et puis, on a des possibilités de réglage qui ne sont pas toujours totales, sauf si on maîtrise bien la technique et puis qu'en fait, en plus d'aviver, on va faire carrément des recoupes pour vraiment positionner l'orteil comme on veut. Ce qui se fait beaucoup actuellement, c'est d'utiliser des fraises qui sont concaves et convexes pour aviver la tête, pour aviver la base, donc la tête du premier métatarsien et la base de la première phalange. Et quand on fait un avivement concave-convexe, vous avez des possibilités de réglage dans tous les plans de l'espace qui sont un peu plus simples que quand vous allez recouper un petit peu ici ou là. Donc ça, c'est pour le réglage de l'ostéotomie. Puis ensuite, souvent, quand on a fait ça, on va fixer avec des plaques qui sont des plaques anatomiques, donc des plaques droite-gauche, des plaques courtes, longues. Chaque société a son type de plaque en disant que la sienne est mieux que celle des autres. Mais il faut une plaque anatomique pour fixer l'arthrodèse. L'avantage, c'est la congruence articulaire, et l'avantage des plaques, c'est que c'est plus stable, donc vous pouvez plus facilement remettre les gens en charge. L'inconvénient, c'est que parfois ça gêne, physiquement ou psychologiquement, de savoir qu'on a une plaque, puis les gens ont envie qu'on retire la plaque. Donc ça fait une deuxième opération. Puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, parce qu'en fait, on peut avoir des raideurs articulaires, mais l'épaule gelée, c'est très caractéristique de l'articulation la plus mobile du corps. C'est que l'épaule, c'est celle qui bouge le plus, c'est-à-dire que c'est un mouvement de tire-conduction, on peut aller partout. La main, je peux la mettre presque partout depuis l'épaule, ce qui n'est pas vrai pour les autres articulations. Donc l'épaule gelée, c'est assez propre à cette articulation-là. Avec DP1, là, du coup, il n'y a plus moyen de se faire le pas de danse, là, la danseuse, mais les gens ne sont pas trop gênés par ce Alors, quand j'étais dans blocage. l'ancien hôpital où j'étais, on avait fait une étude qui n'était pas très chirurgicale, qui était une étude fonctionnelle, en fait. On avait comparé avec des questionnaires, donc les gens répondaient. Il y avait vraiment beaucoup de questions. Et puis, on interrogeait des gens qui avaient été opérés de l'hallux valgus pour une correction de déformation, une chirurgie conservatrice où ils gardaient de la mobilité. Et puis, à côté, des gens qui avaient été opérés par une arthrodèse pour un hallux valgus, très déformé, trop déformé, qui commençait à être dégénératif. Donc ils avaient la même pathologie, mais on a fait deux opérations différentes, soit on laisse la mobilité, soit on bloque la mobilité. Le message, c'est 5 activités qu'on ne peut plus faire avec une arthrodèse. La danse classique, où on est vraiment sur les pointes, c'est proscrit. Le sprint, parce qu'on a vu tout à l'heure que dans les schémas de course,
quand on fait du sprint, on est uniquement sur un appui distal, mais très distal de l'avant-pied, et ça, on ne peut plus le faire. La grimpe, parce qu'on passe son temps sur le bout des orteils. La voile, parce que quand on fait de la voile sportive, j'entends pas la croisière s'amuse, mais quand on fait de la voile un peu sportive, on est vraiment sur les rebords du pont, on est vraiment prise sur les orteils. Et puis il y avait une activité, alors là je ne soupçonnais pas, mais plusieurs collègues qui golfent m'ont expliqué, le golf, visiblement, je ne sais pas faire, mais visiblement quand on tape et qu'on continue le mouvement, il y a un moment où on pivote visiblement sur le gros orteil. Dans la technique, c'est comme ça que ça se passe. Donc ces 5 activités-là, on ne peut plus les faire. Donc moi, quand j'explique aux gens, je leur dis, vous pourrez randonner, vous pourrez éventuellement faire de la course de demi-fond ou de fond, vous pouvez faire du ski, même si c'est difficile d'enfiler la chaussure, et puis qu'en général, il faut l'ouvrir à fond pour pouvoir rentrer le pied. On peut faire du ski de fond, on peut nager, on peut faire du vélo, mais on a bloqué une articulation, ça va compenser par l'interphalangienne distale. Et puis il y a une autre chose que je n'ai pas notée, parce que c'est un peu le détail technique, mais quand on fait une arthrodèse, en fait, on l'arrête de telle sorte que le bout de l'orteil ne touche pas le sol en position normale. Et quand on est comme ça, il y a un léger espace entre les deux phalanges et le sol. Pourquoi? C'est pour que quand on se met avec des talons, jusqu'à 4 cm, ça va, au-delà, c'est bien compliqué, ben là, l'orteil se met au sol et après on joue sur l'articulation interphalangienne distale. Donc, c'est une très bonne opération, il faut juste expliquer ses limites sur ces activités-là. Les difficultés à utiliser les chaussures talons aiguilles, et puis la sensation. Pardon. La position accroupie, elle est possible? Non, on peut se mettre accroupi, on peut même se mettre sur la pointe des pieds, mais c'est pas confortable. Petite démo. Elle te défend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors les dames, d'abord, ici. C'est le thème qu'on a avant. Oui, le Morton. Oui, voilà. Ouais. Ça, on peut comparer comme un tupi-train à la main, ou bien c'est comme un tupi-train, c'est un peu ça? Le Dupuytren, on peut le comparer à une maladie que je n'ai pas notée là, qui est la maladie de Lederer-Rose. En fait, c'est plus une rétraction. Là, le Dupuytren, c'est une rétraction des tendons et puis de certains fascias au niveau du creux de la main. Et puis les gens ont tendance à avoir des doigts qui se rétractent, souvent le 4e, ou parfois d'autres. Puis il y a des gros nodules fibreux. C'est une chirurgie un peu compliquée au niveau de la main parce qu'il faut libérer. Puis après, quand on a allongé, des fois il manque un peu de peau. Donc c'est souvent les plasticiens chirurgiens de la main qui font. Et au niveau du pied, ça s'appelle la maladie de Lederer-Rose. C'est des nodules dans l'aponévrose plantaire qui la rétractent. Donc c'est parfois associé au pied creux. Et là, pareil, il ne faut pas se précipiter parce que si on commence à enlever les nodules et puis on se dit ça va aller bien derrière, ça se rétracte, ça recommence, la peau commence à coller de partout. Puis on peut arriver à des drames, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus de peau, il y a des plaies plantaires, il y a des conflits. Mais c'est le névrome de Morton, ça se rapproche du tunnel carpien. C'est une compression d'un nerf, on va libérer le nerf. Alors le nerf médian, on ne peut pas l'enlever, sinon les gens ils vont plus bien se servir de leurs mains. Et puis la libération suffit. Le névrome de Morton, même si on ne fait qu'une section du ligament intermétatarsien en se disant que ça lui redonne de la place, il y a quand même un appui permanent sur cette zone et en fait ça ne traite pas complètement la maladie. Il y a une question devant. Il y a l'équivalent du tunnel carpien au pied. Oui, alors il y a aussi le tunnel tarsien. C'est derrière la malléole interne, ou même un peu plus dans la plante du pied. On peut avoir, en fait, dès qu'il y a une zone rétrécie avec des gaines, on peut avoir une compression nerveuse. Donc on peut avoir le tunnel tarsien, on peut l'avoir au milieu de la plante du pied, ou bien là, dans une zone rétrécie par des structures osseuses et des ligaments, le nerf a moins de place. Et on peut avoir au coude, on peut avoir le syndrome canalaire, c'est un canal, un nerf, et puis moins de place pour le nerf. Ah, Audrey. Est-ce que le fait de opérer un annexe très déformé, ça peut avoir des répercussions sur le genou ou la hanche? Oui, si c'est associé à un pied plat, et puis que en fait, les deux aggravent le problème. Si on peut faire par exemple une correction de l'hallux valgus, et puis laisser le pied plat, qui est une chirurgie un peu plus lourde, ça va quand même améliorer un peu le positionnement du pied au sol, parce que ça va redonner de la charge sous le premier métatarsien.
Alors que si on a un hallux valgus sévère et un pied plat, ben on va plus du tout avoir de charge sur le premier métatarsien. Quand on fait le déroulement du pas, là, le tout premier schéma que je vous avais montré, talon, bord externe du pied, puis premier méta. S'il n'y a plus du tout d'appui sur le premier méta, ben ça s'effondre. Ça sollicite encore plus le tendon tibial postérieur, puis ça accentue le pied plat. Donc si on traite une partie du problème, on ne le règle pas complètement, mais on va dire on le freine ou un traitement un peu intermédiaire. Donc après, si on a le pied plat qui est moins marqué, là, on va moins solliciter le genou. Puis on peut faire correction de l'hallux valgus qui est assez simple, et puis un support plantaire pour traiter le pied plat. Et avec ça, on a fait une combinaison qui est pas mal. Ouais. Si un enfant qui a le pied plat, est-ce que c'est conseillé de mettre quoi, des supports plantaires? Alors, je dois dire qu'il y a des régions ou des pays, vous avez compris que je n'étais pas suisse d'origine, où on a beaucoup de gens qui ont eu des supports plantaires dans l'enfance. Et ici, j'ai l'impression que tout le monde a eu des supports plantaires dans l'enfance. J'ai tout le temps des gens qui me disent « Ah oui, j'ai des supports dans l'enfance, j'avais des pieds plats. » Et ça m'a un peu surpris quand je suis arrivé, parce que là où j'étais formé, on mettait des supports, soit des pieds plats sévères, soit des pieds plats symptomatiques. Mais quelqu'un qui avait une tendance au pied plat ou un pied plat léger dont il se plaignait pas du tout, on le regardait grandir. Et puis si ça n'allait pas à un moment donné, ou si on voyait que ça passait un certain seuil, on allait mettre les supports plantaires. Mais ce n'était pas quelque chose qui semblait aussi automatique. Voilà. Peut-être c'est l'impression, hein, peut-être c'est pas la réalité, mais j'ai cette sensation quand même. Donc c'est pas forcément automatique. Non, je pense pas qu'il faille mettre des supports à tous les gens qui ont un pied plat. Parce que sinon, on a toujours quand même, disons, le morphotype neutre, et il n'est pas systématique. On définit une fourchette, donc on a une petite tendance au pied plat, une petite tendance au pied creux. Et puis, il faut quand même regarder les gens, regarder comment ils fonctionnent. Un enfant qui fait son sport, sa vie de tous les jours et qui se plaint de rien, on peut acheter des chaussures du commerce qui vont avoir une voûte plantaire un peu plus soutenue. Maintenant, toutes les marques de chaussures nous disent moi, j'ai une voûte plantaire soutenue. Quand on fait du sport, vous achetez une paire de baskets, il y a des marques typiques pour tel ou tel pied. Puis maintenant, dans les magasins, il faut courir sur le tapis, regarder votre façon de courir, regarder votre type de pied. Et puis même dans les chaussures de vélo, de ski, vous rajoutez dans votre chaussure un petit truc qui se scratch et qui va soutenir votre voûte plantaire. Donc, dans la vie de tous les jours, je pense que ce n'est pas indispensable. Et dans la vie sportive, il y a des choses du commerce qui sont assez suffisantes. Les supports plantaires étant pas toujours bien remboursés et coûtant relativement cher, je pense que ce n'est pas indispensable pour tout le monde. Après, il y a des cas où il faut le faire, bien sûr. Question. Le matériel donné, là on va passer à un jeu qui correctif, si on peut dire, vous a montré, je veux savoir si les instruments qu'on utilise pour cette chirurgie-là sont compatibles avec la traumatologie, par exemple. Alors, oui, on peut. Ça veut dire que les vis avec un filetage de la tête et du corps, mais un filetage partiel, on les utilise dans les fractures de la base du 5e métatarsien qu'on opère. On va réduire avec un petit davier à pointe, et puis on va mettre une broche, on va mettre une vis, puis on va comprimer la fracture par le biais d'une vis avec une tête filetée. Donc oui, on peut utiliser pour ça, pour une fracture de rotule qui serait de petite taille, on n'arriverait pas à mettre tout le matériel habituel, on peut mettre juste une vis en compression. Donc on peut l'utiliser. Après, la plupart du temps, c'est quand même des choses qui sont dédiées à la chirurgie du pied. Mais l'orthopédiste doit avoir quand même un côté bricoleur, et puis il faut être ouvert à regarder ce qui se passe dans les autres articulations, ou dans les autres métiers, menuisier, charpentier et autres, ébéniste, et puis faire des analogies en disant tiens, ils font ça, mais en fait, on pourrait presque faire pareil. Merci en tout cas. Ça fait.